Ouais. Bonjour à tous. Donc, on remercie le comité d'organisation de nous avoir invités à vous parler des propositions du World Symposium concernant la prise en charge de situations particulières et de l'hypertension pulmonaire. Vous avez ici nos conflits d'intérêts. Et donc, nous allons vous parler de 5 situations particulières, en insistant plus particulièrement sur les premières, qui concernent la prise en charge périopératoire, la grossesse, et nous terminerons par l'observance thérapeutique, les soins palliatifs et le climat. Alors pour commencer, concernant les soins périopératoires et l'hypertension pulmonaire, le World Symposium a été l'occasion d'insister sur l'impact de ces prises en charge chirurgicales sur les complications et la mortalité, en se basant sur 2 articles notamment qui sont à peu près les mieux faits à ce sujet. Le premier concernant 114 patients qui avaient une HTAP et qui montraient environ 6,1 de complications majeures, principalement sur des défaillances cardiaques droites. Ce qui était important de cet article et ce qui était vraiment important à souligner, c'était qu'au final, la mortalité était plus importante lorsque la chirurgie était faite dans des situations d'urgence par rapport à des situations non urgentes, 15% versus 2%, ce qui n'est absolument pas négligeable. Les facteurs de risque de complications qui étaient identifiés étaient la présence d'une pression de l'oreillette droite élevée, un test de marche à moins de 400 mètres et la nécessité d'instauration de vasopresseurs et encore une fois le fait que la chirurgie soit urgente. Le deuxième article portait sur 196 patients avec une hypertension pulmonaire de groupe 1, 3 et 4. Il y avait 27% de complications et 3% de décès. 45% concernaient des chirurgies majeures et là encore, c'était un facteur de risque de mortalité avec un odds ratio multiplié par 4. Les facteurs de risque de complications identifiés étaient le fait que la chirurgie soit au moins identifiée à risque intermédiaire, une classe fonctionnelle à 3 et 4 et un NT-proBNP à plus de 300. Donc voilà un peu les propositions du World Symposium. Tout d'abord, en préopératoire, ils insistent sur l'importance de la prise en charge multidisciplinaire et d'une décision médicale partagée avec les anesthésistes, les chirurgiens, les spécialistes de l'hypertension pulmonaire, le fait d'optimiser le traitement spécifique d'hypertension pulmonaire, de bien établir le score de mortalité des hypertensions artérielles pulmonaires, donc de groupe 1, en utilisant le score français, le score Compera, le score Reville, de bien identifier les facteurs de risque que je viens de vous dire, c'est-à-dire le fait que ce soit une chirurgie urgente, le fait qu'on ait besoin de vasopresseurs et puis le fait que l'intervention dure plus de 3 heures. Enfin, ils insistent sur l'utilisation d'une checklist chirurgicale spécifique aux hypertensions pulmonaires. Marianne y reviendra juste après. Pour ce qui est de la prise en charge juste préopératoire, ils insistent sur le fait d'évaluer l'hypo ou l'hypervolémie et de le traiter. La pose d'un cathéter veineux central, la pose d'un cathéter artériel pulmonaire ou de canule d'ECMO sera laissée à la discrétion des anesthésistes, des chirurgiens et des spécialistes de l'hypertension pulmonaire en fonction de la gravité de l'hypertension pulmonaire initiale. Et ils conseille de privilégier l'anesthésie multimodale, c'est-à-dire plutôt loco-régionale et surtout le contrôle de la douleur, puisque au final, l'anesthésie générale et les péridurales sont induisent une instabilité hémodynamique. Concernant la chirurgie, au moment de la chirurgie, il est bien entendu raisonnable de maintenir une bonne oxygénation, une bonne perfusion tissulaire, surtout de ne jamais arrêter l'époprosténol si les patients en bénéficient, d'utiliser cette voie, ça vous connaissez, uniquement pour ce produit, de surtout pas réaliser des flushs, d'utiliser des inotropes ou des vasopresseurs en fonction des besoins et de minimiser l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires, notamment en utilisant une PEP plutôt limitée, éviter les vasopresseurs à haute dose et on peut aussi utiliser du NO. Concernant le post-opératoire, du fait d'une dysfonction cardiaque droite potentiellement transitoire après la chirurgie, d'hypoxémies qui peuvent rester réfractaires, il est conseillé un monitoring rapproché. Alors, on va discuter finalement au fur et à mesure chaque situation. Et donc, la discussion qui porte sur l'anesthésie et l'hypertension pulmonaire reprend ce que vient de vous dire Cécile, c'est-à-dire qu'il faut programmer et anticiper au maximum l'intervention pour avoir le temps finalement d'estimer le risque du patient. Il faut définir également donc, quel type d'intervention sera le moins à risque pour le patient, quel type d'anesthésie, optimiser le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire au préalable avant l'intervention,
organiser une surveillance rapprochée et puis les propositions des experts mettent vraiment de façon centrale les centres de compétences et de référence, puisqu'en fait, la prise en charge chirurgicale doit être réalisée au maximum dans les centres de compétences et de référence. Donc ici, vous avez des schémas qui avaient été proposés par un groupe de travail d'experts de l'ISHLT sur justement la prise en charge opératoire des patients HTAP. Et on voit bien en fait cette prise en charge multidisciplinaire avec le médecin spécialiste de l'hypertension pulmonaire, l'anesthésiste qui va justement définir quel type d'anesthésie il va envisager, le chirurgien et puis l'équipe de soins intensifs réanimation qui va organiser la surveillance post-opératoire. Donc finalement, toutes ces anticipations et cette prise en charge multidisciplinaire va permettre au final un devenir qui sera moins à risque que si la chirurgie est réalisée en urgence et non préparée. Alors, il y a plusieurs questions soulevées par ces propositions d'experts. D'abord, le risque va dépendre du type de chirurgie et vous avez résumé dans ce tableau les différentes chirurgies en fonction du degré de risque. C'est sûr qu'une chirurgie dermatologique sera beaucoup moins à risque qu'une prise en charge gynécologique ou une transplantation hépatique, par exemple. Bien sûr, il faut prendre en compte aussi le niveau de gravité et le type d'hypertension pulmonaire. Et les experts soulignent la nécessité de scores de prédiction des complications qui incluraient des données cliniques et hémodynamiques, donc concernant l'hypertension pulmonaire, mais également des risques anesthésiques et chirurgicaux. Donc il y a une étude qui a proposé un score pronostic basé à la fois sur l'utilisation donc, des paramètres non invasifs que vous connaissez bien dans l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est-à-dire la classe fonctionnelle NYHA, le test de marche, le BNP ou le NT-proBNP, mais également en prenant en compte en fait, le score ASA, c'est-à-dire le score de la Société américaine d'anesthésie, qui est un score en fait, d'état général du patient en prenant en compte sa maladie chronique. Et puis, bien sûr, comme l'a dit Cécile, il faut prendre en compte pour justement évaluer le risque du patient, le type d'intervention, le caractère d'urgence, la durée de la procédure et le lieu de l'intervention. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il est nécessaire de faire une mise au point des pratiques sur l'anesthésie des patients atteints d'hypertension pulmonaire, voire de réaliser des études cliniques aussi pour valider ces scores pronostiques. Et puis, comme on vous l'a dit, les centres de compétences de référence sont en première ligne. Il est aussi important d'éduquer notre patient dès qu'on diagnostique l'hypertension pulmonaire en lui expliquant que s'il y a un geste, que ce soit en urgence ou pas, il faut qu'il consulte son médecin référent du centre de compétences ou de référence. Et il y a aussi, donc, dans ce cadre-là, un intérêt de la carte d'urgence, je pense, puisque finalement, ça permettra à tous les correspondants et tous les médecins qui suivent le patient d'avoir les coordonnées du centre expert qui suit le patient. Concernant maintenant la grossesse, alors le World Symposium a été aussi l'occasion de faire un état des lieux dans la littérature concernant cette thématique très importante et constate que de 2017 à 2023, on a eu surtout beaucoup de séries de cas qui va au final inclure 3500 patientes et la mortalité y est très variable, passant de 2% à 40%, mais principalement aussi dans des pays en voie de développement et d'ailleurs dont le diagnostic d'hypertension pulmonaire était aussi fait par échocardiographie. Il y a seulement 7 études qui concernent des pays développés, qui vont regrouper 156 cas, majoritairement du groupe 1 et des cardiopathies congénitales. Et là, la mortalité est plus faible, de 0 à 16%, et sans aucun, a priori, décès infantile recensé. Il y a aussi 2 autres méta-analyses récentes qui, elles, vont montrer qu'il n'y a pas de différence sur la mortalité concernant les hypertensions modérées à sévères entre avant 2010 et après 2010 et qu'au final, la mortalité chez les hypertensions pulmonaires légères reste relativement faible. Une autre méta-analyse, elle va montrer une mortalité maternelle d'environ 12%, mais seuls 48% de ces patientes bénéficiaient d'un traitement spécifique d'hypertension pulmonaire. Donc les constats sont les suivants, c'est que la grossesse en cas d'hypertension pulmonaire elle reste associée à un risque important de mortalité,
que les risques maternels et infantiles qui sont associés à la grossesse des patientes atteintes d'hypertension pulmonaire varient et sont liés au type d'hypertension pulmonaire, à la sévérité de l'hypertension pulmonaire et aux ressources médicales disponibles. Que chez les femmes enceintes avec une hypertension pulmonaire de gravité légère et celles dont l'hypertension pulmonaire est bien contrôlée, les risques de mortalité paraissent relativement faibles. Et la probabilité de complications est surtout élevée dans les syndromes d'Eisenmenger et les hypertensions pulmonaires sévères ou non contrôlées, surtout en cas de limitation des ressources médicales. Donc voici les recommandations les propositions du World Symposium qui, en premier lieu, vont valider les recommandations de l'ESC ERS 2022 avec cette importance de notion de prise en charge multidisciplinaire et de décision médicale partagée. Il est aussi très important que les femmes, dès le diagnostic, les femmes en âge de procréer, dès le diagnostic d'hypertension pulmonaire, bénéficient de l'information quant aux complications et aux risques de mortalité en cas de grossesse, que les risques de complications sont particulièrement élevés chez des femmes présentant une hypertension pulmonaire non contrôlée ou sévère ou un syndrome d'Eisenmenger, et qu'un avortement doit leur être conseillé et la grossesse doit être déconseillée. Si avortement a lieu, celui-ci doit avoir lieu dans un centre expert dans l'hypertension pulmonaire. La troisième proposition du World Symposium change un petit peu la donne quand même, et c'est celle que nous allons discuter principalement, c'est que les femmes en âge de procréer dont l'hypertension pulmonaire est contrôlée ou qui ont une hypertension pulmonaire légère peuvent envisager une grossesse. Alors voici les propositions de prise en charge des femmes qui souhaitent une grossesse ou qui sont enceintes. Elles doivent bénéficier très rapidement d'une consultation et d'une évaluation clinique dans un centre expert avec des spécialistes, des obstétriciens, des psychologues pour que la décision médicale soit partagée. En cas d'interruption de la grossesse, celle-ci doit avoir lieu dans un centre de référence ou de compétence de l'hypertension pulmonaire. Si la grossesse doit être poursuivie, il est conseillé d'interrompre les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, d'interrompre les analogues de la guanylate cyclase et d'interrompre les traitements par le Selexipag, pardon. Il faut aussi envisager d'initier un traitement par prostacycline IV. Si la grossesse est poursuivie, l'évaluation doit être régulière, toutes les 6 à 12 semaines pendant les premier et deuxième trimestres et toutes les 2 à 4 semaines pendant le dernier trimestre. Et il faut faire une évaluation rapide, surtout pour envisager une éventuelle transplantation si les choses étaient amenées à se dégrader. Et enfin, pour ce qui est de l'accouchement, celui-ci doit être planifié entre 36 et 38 semaines. Il est préférable de privilégier une césarienne et ceci doit avoir lieu dans un centre qui peut permettre aux patientes de bénéficier d'une ECMO. Donc finalement, ces propositions souligne en fait le rôle central du centre de compétences et de référence de l'hypertension pulmonaire dans la prise en charge de la grossesse, la nécessité d'une intervention multidisciplinaire des équipes sur site, avec nécessité d'un réseau local au niveau des CHU pour prendre en charge de façon optimisée la grossesse en cas d'HTAP. La nécessité d'une prise de contact avec un centre de greffe pour réaliser un bilan en cas d'aggravation de l'hypertension pulmonaire pendant la grossesse. Et puis, la nécessité de programmer les choses au maximum, programmer l'accouchement dans un centre avec une ECMO disponible en cas d'aggravation de l'hypertension pulmonaire. Enfin, concernant le suivi, il est bien souligné qu'il faut bien suivre ces patientes la première année qui suit la grossesse parce qu'elles sont à risque d'aggravation de l'hypertension artérielle pulmonaire, et ce d'autant plus si on a modifié les traitements de l'HTAP durant la grossesse. Alors, je voulais revenir sur le point phare des propositions des experts qui nous disent que la grossesse peut être autorisée en cas d'hypertension pulmonaire légère et bien contrôlée. Néanmoins, il n'y a pas de valeur hémodynamique seuil connu pour dire qu'il n'y aura pas de souci pour la femme HTAP d'avoir une grossesse. Alors finalement, quelles sont les patientes concernées par cette proposition ?
Clairement, il s'agit des patientes HTAP répondeuses au NO, puisque ce sont majoritairement ces patientes qui ont mené des grossesses à succès sans complications dans les registres. Et puis, les patientes atteintes d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique ont bénéficié d'un traitement par angioplastie pulmonaire ou thromboendartérectomie avec finalement une hémodynamique qui est soit proche de la normale, soit normale après le traitement. Alors, l'une des grosses questions qui est également soulignée par les experts, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les patientes qui s'améliorent sous sotatercept, qui finalement vont avoir peut-être une hypertension pulmonaire légère et bien contrôlée, et qui vont venir nous voir en nous parlant d'un projet de grossesse. Il faut savoir que la grossesse était un critère d'exclusion dans les études sur le sotatercept, qu'il est recommandé de prendre une contraception efficace du fait d'une demi-vie longue du sotatercept qui est détectable plus de 2 mois dans l'organisme. Et il a été montré que le sotatercept avait des effets à la fois sur la fertilité, mais également sur l'allaitement. Donc finalement, les données sont trop précoces pour valider les grossesses sous sotatercept. La question soulevée, c'est la nécessité d'une mise au point sur nos pratiques, c'est-à-dire de recenser toutes les patientes justement qui ont soit eu un désir de grossesse et qu'on a contre-indiqué, soit qu'on menait une grossesse à terme, soit chez qui on a diagnostiqué une HTAP pendant une grossesse, et finalement de voir ce qu'il en ressort et de pouvoir discuter et d'améliorer la prise en charge de ces patientes in fine. Terminer rapidement sur les 3 autres points. Le troisième qui concernait l'observance thérapeutique. Alors, les constats fait qu'il y a plus de 80% qui ont plus de 5 médicaments à prendre chaque jour avec une médiane environ de 9 par jour, ce qui est quand même relativement conséquent. Et que dans la littérature, on observe une observance entre 48 et 76%, ce qui n'est quand même pas tout à fait satisfaisant. Les facteurs de risque de mauvaise observance sont principalement l'âge, les comorbidités, les effets secondaires, et je ne l'ai pas noté, mais bien entendu le système de santé et le coût que cela implique. Une méta-analyse ne fait pas partie de la bibliographie puisqu'elle a été récemment publiée par l'équipe de Marie-Camille Chaumet qui a recensé 20 études, plus de 22 000 patients et qui a essayé d'analyser l'observance des traitements spécifiques d'hypertension pulmonaire. On retrouve des taux de 62% à 96%, ce qui est un petit peu plus satisfaisant. Les facteurs de mauvaise observance étaient la fréquence des traitements, le délai diagnostique et le coût. Et alors qu'on observe qu'une bonne observance va réduire le taux d'hospitalisation, la durée des séjours, le nombre de consultations et bien entendu le coût. Donc les propositions sont de déterminer le niveau d'observance de façon très régulière chez nos patients atteints d'hypertension pulmonaire en utilisant des scores d'observance et des scores de qualité de vie. Les questions soulevées sont au final qu'il faut développer en fait des outils de surveillance qui sont spécifiques à nos traitements d'hypertension pulmonaire, qu'il y ait une place centrale justement des programmes d'éducation thérapeutique, place centrale notamment des nouveaux métiers d'infirmières de pratique avancée, mais aussi d'infirmières d'éducation thérapeutique, qui serait très intéressant de savoir au final si l'observance dépend vraiment de l'organisme propre à chaque pays. Au vu de notre réseau, ce serait quand même intéressant si ces taux d'observance qu'on observe dans la littérature sont vraiment applicables chez nous. Et une autre question aussi qui apparaît, c'est qu'on va vers une fin de rétrocession hospitalière et au final, est-ce qu'on va aller vers encore moins de contrôle de la prise des bons traitements chez nos patients ou au contraire plus, puisque les patients auront accès de façon plus rapprochée à leur traitement spécifique d'hypertension pulmonaire? C'est une question soulevée. Alors la quatrième situation qui a été abordée par les experts est la question des soins palliatifs dans l'hypertension pulmonaire. On a vu hier qu'il y avait eu de nombreuses innovations diagnostiques et thérapeutiques dans l'hypertension pulmonaire, mais nous sommes régulièrement confrontés à des situations complexes dans l'hypertension pulmonaire, qui sont les patients à haut risque qui sont non éligibles à la transplantation pulmonaire, soit du fait de leur âge, soit du fait de comorbidités notamment, l'insuffisance cardiaque droite réfractaire, les effets secondaires des traitements, avec parfois des douleurs importantes sous trait prostinyle sous-cutané ou des diarrhées, des céphalées sous prostacycline, la dyspnée sévère, l'hypoxémie sévère, l'isolement social ou le retentissement psychologique et l'anxiété.
Alors finalement, une des constatations des experts du Congrès mondial est qu'il existe un manque d'engagement pour les soins palliatifs dans l'hypertension pulmonaire. Historiquement et encore aujourd'hui, les soins palliatifs sont souvent associés à la prise en charge oncologique et notamment donc prise en charge de la douleur et de la fin de vie. Par ailleurs, certains médecins craignent que l'orientation vers les soins palliatifs ne soit perçue comme une perte d'espoir et que les soins palliatifs ne puissent pas être administrés en parallèle des traitements de l'hypertension pulmonaire. La dernière constatation est qu'il existe encore trop peu de directives anticipées rédigées par nos patients. Alors néanmoins, il y a plusieurs définitions des soins palliatifs et finalement, si on recentre les soins palliatifs comme une approche holistique et individualisée qui vise à réduire et à répondre aux besoins des patients qui souffrent d'une maladie chronique et grave, eh bien, on voit que les soins palliatifs peuvent s'intégrer de façon précoce dans la prise en charge de l'hypertension pulmonaire. Il faut savoir aussi que les soins palliatifs incluent également les besoins des soignants et des aidants. Donc ici, vous avez recensé en fait la variation des besoins au fil du temps dans l'hypertension pulmonaire et vous voyez en fait qu'on peut déjà proposer des soins palliatifs dès le diagnostic et qu'ils englobent à la fois les traitements des symptômes physiques, des symptômes psychologiques, la prise en charge sociale, la prise en charge des besoins spirituels jusqu'à la prise en charge de la fin de vie. Alors, quelles pistes d'amélioration pour organiser et peut-être proposer davantage les soins palliatifs dans l'hypertension pulmonaire? D'abord, il faudrait faire un observatoire et un état des lieux des pratiques du réseau français. Finalement, qu'est-ce qui est fait dans nos centres? Si on se met à l'échelle du patient, il faut améliorer en fait l'identification des besoins des patients. Et donc, c'est tout l'intérêt des questionnaires en phase IS-10 ou PH-Sympact. L'utilisation du score de risque pour déclencher les soins palliatifs, notamment, donc, comme on l'a dit, chez les patients qui sont à haut risque. Finalement, il faut y penser, y compris même quand il y a un projet de transplantation qui ne pourra pas forcément aboutir dans 100% des cas. Garantir l'accès à un soutien psychologique pour nos patients. Et puis, l'utilisation de la question de l'oncologue. Serais-je surprise si mon patient était encore en vie à 6 à 12 mois peut aussi aider finalement à déclencher les soins palliatifs. Alors, les objectifs de l'amélioration des soins palliatifs dans l'hypertension pulmonaire, d'abord, il faut créer un environnement et une culture de soins palliatifs précoces pour renforcer la confiance avec le patient, éviter de les présenter comme des soins de fin de vie, comme vous l'avez vu juste avant, finalement, ils n'englobent pas que les soins de fin de vie. Collaborer avec des équipes de soins palliatifs expérimentées qui se déplacent potentiellement même au domicile du patient justement pour réévaluer le patient en parallèle de son suivi au centre de compétences ou de référence. Et puis, une aide à la rédaction des directives anticipées qui, comme je l'ai dit, sont encore trop peu rédigées et qui ne sont pas toujours simples en fait, à proposer et à rédiger avec le patient. Pour terminer sur le climat et l'hypertension pulmonaire, alors ça va être rapide. On sait qu'il y a un risque de pathologie cardiovasculaire qui est multiplié par 7 lors des vagues de chaleur. Et dans l'hypertension pulmonaire, on peut voir des décompensations d'hypertension pulmonaire liées à une augmentation du rythme cardiaque. Les propositions sont les suivantes. C'est qu'en cas de vague de chaleur ou de pollution, on conseille aux patients de rester à domicile, de se surveiller d'un point de vue tensionnel, rythme cardiaque et d'éviter effectivement, en cas de pic de pollution, de s'exposer à ces pics de pollution. Et bien entendu, cela englobe aussi l'hygiène de vie en fait, et le changement de style de vie avec l'arrêt du tabac, un meilleur régime alimentaire, de voyager plutôt écologique et d'utiliser la marche plutôt que les transports. Donc pour conclure, on est donc sur 5 situations relativement particulières avec des conclusions au final qui peuvent être communes. Grâce à la prise en charge multidisciplinaire et aux décisions médicales partagées, puisqu'en fait, on est sur des opinions d'experts. Et donc, c'est la force en fait, de notre réseau de pouvoir partager la décision. Et donc, il y a vraiment un rôle central de nos centres de référence et de compétences, et surtout l'importance des associations de patients pour leur avis et aussi
on peut le voir d'ailleurs dans la grossesse, qui peuvent faire évoluer aussi les recommandations et les points de vue des scientifiques et des médecins. Et donc, il nous reste à optimiser du coup nos connaissances sur nos pratiques dans ces situations particulières, et c'est ce qui, à notre sens, fait la force du réseau français d'hypertension pulmonaire. Voilà. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Si. Sur le climat. Marion Delcroix. Oui. Concernant les porteurs BMPR2 et la grossesse, qu'est-ce que vous advisez comme suivi? Il faut sur... Ah oui, les porteurs, les oui. Apparentés, vous voulez dire. Les apparentés? Oui, ceux qui sont porteurs et qui souhaitent une grossesse. Mais qui ne sont pas malades. Ah, et qui ne sont pas malades. Il faut faire un diagnostic préimplantatoire. Je pense qu'on... Ouais. Tu voulais répondre? David voulait répondre. Appel à un joker. Donc non, pour les apparentés BMPR2, ce qu'on propose, alors il y a plusieurs étapes à la discussion. La première, c'est en cas de volonté de grossesse, on propose systématiquement la possibilité d'avoir un dépistage préimplantatoire ou un dépistage prénatal. Donc ça, c'est une proposition qui est faite. En France, la loi entre dépistage prénatal et préimplantatoire, ça veut dire qu'on va faire un tri sélectif d'embryons et on va réimplanter des embryons qui n'ont pas la mutation. Prénatal, ça veut dire qu'on fait une grossesse de manière normale et on arrête la grossesse si l'embryon est porteur de mutation BMPR2. En France, le dépistage préimplantatoire et prénatal a les mêmes indications, c'est-à-dire si on a une indication de l'un, on a l'indication de l'autre. Donc ça, on peut le faire. Ça peut être proposé pour toutes les apparentés porteurs de mutation BMPR2 après une discussion en RCP national et avec les équipes qui s'occupent de procréation médicalement assistée. Généralement, les familles choisissent soit de ne pas en tenir compte et faire une grossesse naturelle, soit d'utiliser le dépistage préimplantatoire parce qu'il n'y a pas la notion d'avortement qui, en France, est plus compliqué à accepter que le dépistage préimplantatoire, mais ça dépend des pays. La deuxième chose, le suivi, une fois qu'on est porteur de mutation BMPR2, qu'on a une grossesse, nous, ce qu'on propose, c'est de faire une écho dès qu'on sait qu'il y a la grossesse à démarrer, puis de suivre entre le 3e et l'accouchement une échographie cardiaque mensuelle. Et on revoit les patients entre 3 et 6 mois en postpartum en hôpital de jour pour un programme un peu de dépistage, épreuve d'effort, écho, tout ça pour vérifier que tout va bien, parce qu'on sait que la période des 6 mois qui suivent la grossesse est quand même un moment où on aboutit à des découvertes d'HTAP. Voilà à peu près ce qu'on leur propose. Oui, Nicolas au premier rang. Une remarque et une question. La remarque, c'est que, je reviens sur la notion de soins palliatifs, je pense qu'il va falloir peut-être bannir le terme pour utiliser les soins de confort, parce que le terme palliatif veut dire qu'il n'y a rien d'autre. Alors que là, on est sur des soins complémentaires. On peut tout à fait avoir une prise en charge psychologique de la dyspnée avec des médicaments, tout en poursuivant une prostacycline injectable, par exemple. Le soin palliatif est trop associé à un renoncement, à l'arrêt de traitement. Et je pense que déjà, le DES devrait changer de nom. Dans nos présentations, on devrait switcher. On met le titre parce que c'est celui qui a été donné. Mais on dit, à partir de maintenant, je ne parle plus de palliatif, mais de soins de support. Ça, c'est la remarque. La question, c'est qu'il est extrêmement dur de donner une PAP moyenne pour dire qu'une HTP est légère. D'ailleurs, vous ne l'avez pas fait. Il n'y a rien dans les recos. Mais est-ce qu'ici, à l'oral, donc il n'y a pas de trace écrite, on ne vous en voudra pas, quel seuil vous mettriez pour RVP ou PAPM pour dire que l'HTAP, quand elle est idiopathique, elle est légère? À l'oral, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque, on est entre amis. Là. Déjà, la notion de légèreté ou de gravité, on va l'établir aussi sur des scores cliniques aussi. C'est pas que hémodynamique. Voilà, déjà, je m'en sors pas mal. Ouais. Qui va définir les longs termes répondeurs. Ouais, c'est ça. c'est ça. Patient à haut risque avec une dynamique Normale. On t'entend pas, Xavier. En tout cas, pour les répondeurs, on peut utiliser la même définition que ce qui définit les répondeurs à long terme, en fait, aux inhibiteurs calciques, c'est-à-dire des patients à risque faible
qui ont une hémodynamique normale ou proche de la normale. Alors comment est-ce qu'on peut définir proche de la normale? Je pense qu'on peut prendre un seuil. Je parle sur le contrôle d'Olivier. À mon avis, déjà un débit cardiaque conservé et puis peut-être une PAP moyenne inférieure à 35 mm de mercure. Je pense que c'est quelque chose d'assez... mais je pense qu'il faut être vigilant aussi quand même, de pas... Parce que quand même, il n'y a jamais en fait de publication des échecs en fait, et des grossesses. Enfin voilà, je pense qu'on a tendance... La tendance est de publier simplement les grossesses qui se passent bien dans la littérature. Donc je pense qu'il y a possiblement une sous-estimation quand même de la mortalité, même si on a fait beaucoup de progrès. Donc je pense que dans notre discours, il faut qu'on reste extrêmement vigilant, y compris chez des patientes qui sont traitées par inhibiteurs calciques, parce qu'il y a quand même un degré d'incertitude qui est extrêmement important et surtout qui n'est pas prévisible. Et enfin, on a l'expérience, en tout cas, de patientes, dont une patiente qu'Olivier a suivie, qui a perdu sa réponse au NO après une grossesse et qui s'est aggravée dans les années qui ont suivi quand même l'accouchement. Donc il faut qu'on soit vigilant. L'hypertension pulmonaire thrombolique chronique, c'est peut-être une situation un peu différente, où là, on arrive vraiment à des normalisations hémodynamiques, avec probablement une microvasculopathie qui est insignifiante. Et là, je pense que c'est probablement la situation où on s'expose le moins à des problèmes. Et c'est vrai qu'on a maintenant plusieurs grossesses qui sont déroulées sans aucun souci chez des patientes qui avaient normalisé leur hémodynamique après un traitement de désobstruction mécanique. On est quand même beaucoup plus serein dans cette situation-là. Je peux y aller ? Alors moi, j'ai juste une petite remarque de terminologie. D'abord, c'est super ce que vous avez présenté, ce sont des sujets pour nous, patients, c'est très très concret et ça nous parle beaucoup. Juste une petite remarque de terminologie, et je le dis là pour que tout le monde l'entende. Quand on est une patiente HTAP et qu'on doit interrompre une grossesse, il vaut mieux éviter le terme avortement ou IVG parce que c'est vraiment pas volontaire en général. Donc c'est juste se mettre à la place de la personne. Voilà, mais c'est pas un reproche du tout. Hein. Mais je profite que le mot avortement a été prononcé parce que techniquement, c'en est bien un, je suppose. Mais pour les patientes, ça fait mal aux oreilles. Et c'est hyper culpabilisant déjà d'en arriver là. Merci. Merci. J'avais juste une toute petite dernière question, puisqu'on parle de décision médicale partagée. Une fois qu'on a dit ça, on s'est un petit peu soulagé. Mais finalement, comment on incorpore, on en a parlé hier, les PROM, les PREM, comment on incorpore? Est-ce qu'il y a des travaux, finalement, qui permettent ensuite aux médecins de guider le dialogue avec une patiente sur ce qu'elle souhaite, sur ce qu'elle perçoit? Est-ce que ça, on a des travaux? Parce que effectivement, ça apparaît à un moment donné, les dimensions pas seulement psychologiques, on psychiatrise des fois un peu trop les choses, mais c'est aussi culturel, spirituel, etc. Est-ce qu'on a des travaux finalement qui permettent de mieux codifier comment on peut sonder une préférence? Pas à ma connaissance dans l'hypertension pulmonaire. Après, nous, on a fait des travaux sur la maladie veineuse thromboembolique, donc où l'avis du patient est hyper important en fait. Mais dans l'hypertension pulmonaire, moi, à ma connaissance, j'en ai pas. À moins que les gens de Bicêtre en aient, mais j'en ai pas à connaissance. Très bien. On va pouvoir passer. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Donc on va passer à la prochaine communication. Et donc j'ai le plaisir d'introduire Marc Humbert et Laurent Bertoletti de Saint-Étienne qui vont nous parler du design des essais cliniques et des critères d'évaluation et des traitements émergents. Merci. Marc, tu as la parole. Merci beaucoup. Allez, Laurent, viens. Ne me laisse pas tout seul. Bon, merci, bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. J'espère que vous avez pas mal aux cheveux. Moi un peu, mais ça va. Donc on va parler d'essais thérapeutiques. Ça me permet premièrement de remercier l'ensemble du réseau français de l'hypertension pulmonaire pour sa participation aux essais à la fois académiques et industriels. Et ça me permet aussi de remercier les sponsors de cette réunion,
que je n'ai pas remercié hier en début de réunion parce qu'on commençait déjà à être en retard et ça s'est confirmé sur le long terme. Mais merci beaucoup à tous les laboratoires pharmaceutiques qui accompagnent ces journées du réseau français de l'hypertension pulmonaire. C'est bien de travailler avec vous, avec les patients, et on arrive à former une communauté très, très efficace au plan national et international. Donc là, j'aimerais bien avoir la première diapo. Voilà, je l'ai. Et donc, on va parler du design des essais cliniques, des critères d'évaluation et des traitements émergents. Donc, bien sûr, c'est un travail un tout petit peu d'expert. Donc, on va essayer de le faire de façon agréable, peut-être superficielle pour les grands experts, mais quelque chose qui vous permet d'avoir quelques notions importantes pour la suite de vos activités. Et puis ensuite, on va essayer avec Laurent d'avoir une discussion amicale et puis de vous engager dans cette discussion. Alors, les objectifs, on en a mis 2 avec Laurent. Premièrement, discuter les progrès des essais thérapeutiques dans l'hypertension pulmonaire et surtout les opportunités d'améliorer l'efficacité des futurs essais. Parce qu'on a vraiment besoin, dans une maladie rare, de prioriser, mais aussi d'optimiser les essais thérapeutiques en partenariat avec les patients et les aidants. Et ensuite, est-ce qu'on a la possibilité de trouver des nouveaux critères de jugement pour les futurs essais thérapeutiques qui puissent être un peu innovants et qui puissent être plus satisfaisants pour les professionnels, les patients et les autorités de santé? Donc cette réunion du Congrès mondial, elle a suivi en fait des réunions très régulières qu'on organise avec Gérald Simoneau et avec un ami très proche qu'on avait invité avec Laurent aujourd'hui mais qui ne pouvait pas être là, le professeur Fayez Zanad de Nancy, qui est le CVCT. Alors CVCT, c'est quoi? C'est le Cardiovascular Clinical Trial Conference. Donc c'est quelque chose qui se passe à l'ambassade de France à Washington. Et Overcome, d'ailleurs, est très impliqué dans l'organisation de cette réunion. Et c'est là où on a vu leur dynamisme et c'est là où on a été heureux de pouvoir les engager dans notre organisation des journées du réseau français. Bien, le CVCT, c'est un endroit mais vraiment extraordinaire. C'est un moment de grâce, comme on dit, où il y a non seulement les autorités de santé européennes et américaines, les éditeurs des grands journaux, et quand je dis grands journaux, c'est New England, Lancet, Nature, et des gens qui viennent parler des essais thérapeutiques en présence des patients qui parlent, en présence des payeurs qui parlent, et aux États-Unis, c'est les compagnies d'assurance et les organisations nationales, et puis tout ça permet de générer des papiers. Et en général, quand on écrit des papiers, quand ils sont bien écrits, ben ça sort dans des très grandes revues. Et donc, en 2022, on avait pu publier nos conclusions dans l'hypertension pulmonaire dans le Lancet. Et avec Jason Weatherald et tous les collègues qui sont cités sur le papier, ils sont nombreux dans la salle, eh bien, on avait pu dire, voilà ce qu'est le paysage des traitements d'hypertension pulmonaire et voilà comment ça va évoluer à notre avis. Et bien sûr, au Congrès mondial de cette année, le même auteur, Jason, entouré de très très bons experts internationaux, il a publié la même chose 2 ans après. Et ça nous permet de partager avec vous quelques commentaires. Et des commentaires simples. D'abord, quand on regarde, quand on était jeune, Gérald, Olivier, moi et toute l'équipe, comment est-ce qu'on évaluait les nouveaux médicaments? Eh bien, on les évaluait avec des essais de courte durée, 12 à 24 semaines, avec des patients qui n'avaient aucun traitement associé et qui avaient comme critère principal un critère fonctionnel qui était le test de marche de 6 minutes. Ça a été très, très efficace. Ça a permis de mettre sur le marché une dizaine de médicaments et on est la maladie rare au monde qui a le plus de médicaments approuvés et remboursés. Donc on peut critiquer le passé, mais ça a été quand même extrêmement efficace. Et puis avec les congrès mondiaux successifs, il y a eu une critique de ce critère qui était aussi de plus en plus difficile à obtenir chez des malades qui recevaient de multiples traitements associés. Et on a dérivé vers des critères qui étaient plutôt des critères de survie ou des critères, on va dire, de progression de la maladie. Mais pour progresser en 12 et 24 semaines, heureusement, on ne progresse pas trop en 12 et 24 semaines. Donc ça aboutit à des traitements contre placebo en général de très très longue durée, et avec des critères composites, donc pas un critère unique, parce qu'on ne peut pas prendre que la survie. Donc on a pris des critères composites avec la survie, et ça a permis de développer ce que signifie une baisse de 15% du test de marche de 6 minutes, ce que signifie une augmentation du BNP, ce que signifie une hospitalisation pour HTAP. Et grâce à ça, on a fait des critères composites, mais quand vous regardez toutes les études des années 2010 à 2020, les critères composites ne sont pas exactement les mêmes, contrairement au test de marche de 6 minutes qui a toujours été le même.
Et donc, on a progressé vers des études très, très longues, et c'est comme ça, et très, très difficile à organiser, qui peuvent durer plus de 5 ans. Et c'est comme ça qu'on a vu que dans une maladie rare, on pouvait avoir un problème si plusieurs personnes généraient des hypothèses nouvelles avec des nouveaux médicaments à tester, on n'allait plus y arriver. Donc, vous voyez, ça ne s'est pas fait pour être lu, mais à gauche, vous avez la durée des essais des années 2000, en moyenne 12 à 24 semaines, plutôt 12 que 24 d'ailleurs. Et à droite, vous voyez la durée, et ce n'est pas la même échelle, hein, bien sûr, des essais récents, avec des essais jusqu'à 1000 patients, hein, dans l'étude qu'a publiée Olivier Sidbon, Griffon. Et vous voyez la durée, 50 à 100 semaines, et parfois plus. Donc 50 à 100 semaines sous placebo. Hein, donc il faut voir si c'est possible. Ça a été possible. Donc à gauche, en bleu, les essais de test de marche de 6 minutes, et à droite, en rouge, les essais de devenir des patients. Vous voyez qu'on arrivait à répondre très vite en une période très courte avec un nombre de patients très modéré, alors que là, avec les essais qu'on appelle outcome study, les essais de devenir des patients, c'est très long et il faut beaucoup de patients. Donc c'est peut-être pas soutenable sur le long terme. Donc on a des défis. Les défis, c'est que heureusement, nos malades sont de plus en plus stables. Et ça, on en est très heureux, on en est très fiers même. On est très heureux pour eux avant tout et leurs aidants. La plupart des patients sont traités, heureusement. Hein, et quand ils ne sont pas traités, il faut expliquer pourquoi. Et ensuite, on a de plus en plus d'essais avec des centaines et des centaines de patients. Et ça, c'est un challenge. Et donc, quand on a discuté lors de la mise en évidence de nouvelles molécules, comme les inhibiteurs de la signalisation de l'activine, comme le sotatercept, et d'autres molécules récemment, on a décidé de revenir à une stratégie plus standard, parce qu'on pensait qu'en plus des doubles ou des triples traitements que reçoivent les patients, si on avait une amélioration significative d'un résultat fonctionnel, ça pouvait suffire pour convaincre les autorités et ça pouvait suffire pour avoir le plus vite possible les innovations sur le marché. Si le sotatercept, on l'avait fait comme Griffon, il serait encore en train d'être utilisé. Et on savait, grâce à la phase 2, que le test de marche, en plus d'une triple thérapie, pouvait s'améliorer. Donc on est revenu à des essais plus courts. Et puis, bien sûr, on réfléchit, on apprend beaucoup du cancer. Le Covid, c'était une catastrophe, mais ça nous a beaucoup appris. Les essais de plateforme, etc. En moins d'un an, on a eu 20 molécules, pour la plupart inefficaces, mais elles ont toutes été testées. Donc là, on a de nouvelles approches qui nous permettent d'optimiser les essais. D'abord, faire des essais adaptatifs. C'est-à-dire, plutôt que de dire vous rentrez dans un essai au jour 1 et on va mettre les 1000 malades prévus jusqu'au jour 300 et on verra bien, et d'avoir la possibilité de modifier la stratégie en fonction des résultats intérimaires, planifiés et évalués. Puis aussi, on va enrichir. C'est-à-dire, si on met que des gens qui vont bien dans un essai où il faut un test de marche de 6 minutes amélioré, si tout le monde marche 600 mètres, on n'est pas sûr que même si ça va mieux, ils marchent en plus que 600 mètres. Donc il faut enrichir cela. Donc en 2-3 mots, il y a plein de possibilités de faire des essais adaptatifs. Je vais vous montrer quelques exemples. Là, c'est un exemple très très simple. Seamless, ça veut dire sans couture. Hein. C'est un terme de couturier. C'est quand on ne voit pas les coutures sur un costume. Et bien là, de la même façon, on fait une phase 2 et une phase 3 sans couture. On ne voit pas du tout qu'il y a une phase 2 puis une phase 3 quand on est, on va dire, loin du projet. On commence par la phase 2, comme vous voyez. Je vais voir si j'arrive à montrer ça. Voilà, vous avez une population à l'essai. Vous avez 2 traitements ou 2 doses du même traitement à tester et un placebo. Vous faites la phase 2 avec un critère très solide de phase 2, par exemple, dans l'hypertension pulmonaire, les résistances vasculaires pulmonaires. À la période moyenne, après avoir eu le nombre de patients nécessaires pour juger de la phase 2, vous voyez si le traitement A ou le traitement B est meilleur ou moins bon, ou la dose A ou la dose B est meilleure ou moins bonne, et on passe directement, sans couture, à la phase 3. On n'a pas besoin de refaire le comité d'éthique, retourner à la NSM dans tous les pays du monde en plus. Hein. Donc ça va beaucoup plus vite. Et on l'a fait dans 2 essais thérapeutiques cette année dans l'hypertension pulmonaire et j'étais impliqué dans les 2. Et bon, c'était très intéressant. Et dans l'un, c'est intéressé aussi parce que ça permet d'aller très vite. Mais c'était très intéressant parce que dans l'un, on a eu un traitement plus efficace que l'autre, une dose plus efficace que l'autre. Mais à cause du contexte de l'hypertension pulmonaire, le laboratoire, donc le sponsor, n'a pas décidé d'aller plus loin dans l'hypertension artérielle pulmonaire, mais a décidé de transformer cette molécule en molécule de l'hypertension pulmonaire du groupe 3.
Donc ils ont dit ça marche sur les résistances vasculaires pulmonaires, mais dans l'hypertension pulmonaire, avec 15 médicaments approuvés, le sotatercept qui prend beaucoup de place, on ne le fait pas. On ne le fait pas et on va dans l'hypertension pulmonaire des BPCO. Et de la même façon, on en a eu un autre avec un inhibiteur de PDGF inhalé où les 2 doses n'étaient pas efficaces. Même les 3 doses n'étaient pas efficaces. Donc ça a été arrêté à ce stade-là. Donc c'est très intéressant. Une autre stratégie d'enrichissement, c'est autour de ce que fait Olivier, Athénaïs, Laurent, David et d'autres dans le monde, c'est d'avoir des patients. Et les patients qui vont, entre guillemets, très, très, très bien, ben, on ne les randomise pas parce qu'on considère, comme disait hier Olivier, qu'ils sont à l'objectif thérapeutique et qu'on n'a peut-être pas besoin de tester plus. Et on enrichit uniquement avec les patients qui ont un risque intermédiaire ou élevé de progression de la maladie. Et ça, c'est très, très, très bien pour les études de devenir. Parce que quand vous avez une étude de devenir, on va dire, de progression, de morbimortalité, si vous n'avez que des patients qui sont stables, eh bien bonjour, hein, vous restez avec la population stable pendant 5 ans, et il ne se passe rien. Et on a un nombre d'événements nécessaires. Donc ça, les essais récents comme Zénith, comme Hyperion, ils ont enrichi sur le risque, mesuré selon la méthode Reveal qu'adore Olivier. Voilà. Et ensuite, biomarqueurs. Vous prenez un biomarqueur. Personne n'aime les biomarqueurs, sauf que tout le monde les utilise. Et là, vous pouvez enrichir en disant je veux que des malades avec le BNP, par exemple, supérieur à 500. Parce qu'on considère que le BNP inférieur à 500, ça n'ira pas pour caractériser une population qui ne me convienne pas. Et vous pouvez même avoir le biomarqueur qui est l'objectif thérapeutique de l'essai. Mais les patients dans tout ça, hein, on est entre nous, mais il y a aussi les patients qui nous écoutent. Et les patients, c'est quand même très important. C'est quand même ceux qui sont les principaux destinataires des avancées thérapeutiques. Et on doit savoir comment ils se sentent, comment ils vont et comment ils survivent. Et donc, eux, ils ont à nous dire comment ces nouveaux traitements doivent être évalués. Et Laurent en parlera dans un instant. Puis on a aussi des nouveaux critères de jugement. On peut implanter des cathéters à demeure. Hein, les cardiologues connaissent bien les cardiomems. Je vois que les pneumologues aussi essayent de le mettre dans leurs essais thérapeutiques. On peut implanter des petits cathéters avec une mesure permanente de la pression pulmonaire. Mais la pression pulmonaire, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a jamais été un critère dans nos évaluations. Ça a été les résistances pour les phases 2, ça a été le devenir ou le test de marche dans les phases 3. Mais les pressions, il faut vraiment avoir des médicaments qui baissent significativement les pressions pour que ça suffise. Donc il faudrait aussi pouvoir mesurer plus que la pression. Il y a aussi les montres connectées. Hein. Moi, je suis un peu old school, donc moi, je n'ai pas grand-chose de connecté. J'ai juste mon téléphone qui me dit que je ne marche pas assez. Mais à part ça, l'actigraphie, c'est intéressant. Et ça plaît aux patients, ça plaît à ceux qui évaluent les médicaments, ça plaît aux agences. Donc, l'actigraphie peut être un critère. Mais on a fait une étude avec l'actigraphie, avec un médicament oral, le Selexipag. Mais les malades allaient bien, ils n'avaient pas modifié leur test de marche de 6 minutes et ils n'ont pas modifié leurs paramètres actigraphiques. Donc il faut vraiment, là aussi, qu'on enrichisse. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et puis surtout, les patients comme nous sont assez sédentaires, même quand ils vont bien. Et le fait d'être sédentaire fait que l'actigraphie, il faut une petite sollicitation pour que ça bouge. Donc il faut voir comment on fait ça. Et puis, bien sûr, les scores de risque, est-ce que ça pourrait être un critère de jugement? Honnêtement, la communauté médicale est assez convaincue, les autorités de santé le sont beaucoup moins. Et aujourd'hui, un essai thérapeutique dont le critère principal serait le score de risque, ça ne marchera pas, en particulier parce que c'est des scores composites avec des biomarqueurs qui ne correspondent pas à un effet clinique, en particulier le BNP. Donc les patients, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les partenaires principaux du développement de ces études. Il faut qu'ils soient impliqués dès la mise en place de l'étude. Dans le RHU Destination 2024 que je vous ai présenté hier matin avec le petit film, les patients sont présents dans le comité de surveillance et dans le comité de soutien. Et donc il faut voir avec eux aussi s'il n'y a pas des nouveaux critères qui pourraient être intéressants dans l'avenir. Bien sûr, la raison pour laquelle on est aussi attentif aux essais thérapeutiques, c'est qu'il y a beaucoup de médicaments qui arrivent.
Hein, on ne va pas s'arrêter là. Hein. Ce n'est pas parce qu'on en a 14, on veut un médicament qui guérisse la maladie. On en est là. Hein. Et donc, avec Olivier et puis un groupe d'auteurs internationaux, on a une revue générale qui montre un peu tout ce qui est actuellement en développement autour du TGF-bêta, autour du PDGF, autour de l'inflammation, et puis plein d'autres choses entre les hormones, le métabolisme, l'épigénétique, le système nerveux sympathique, la matrice extracellulaire, les thérapeutiques cellulaires. Ça va sortir dans l'ERJ dans quelques mois. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle on est aussi motivé. Donc je passe la parole à Laurent pour commenter, et ensuite on aura quelques minutes de discussion. Merci Marc. Alors pour faire écho aux commentaires de David Montagny hier sur la diaspora italienne, siamo felici d'essere con voi et buongiorno a tutti. Plus sérieusement, je remercie le comité d'organisation de m'avoir donné la lourde tâche de challenger Marc. Et on a quand même une chance extraordinaire d'être tous ensemble chaque année. Merci d'organiser ça et merci de l'échange qu'on va pouvoir avoir. Donc, ce que je voulais, c'était profiter de l'expérience un petit peu de Marc et de tous pour revenir sur 3 dimensions spécifiques de ta présentation. Alors, je partirai chaque fois de 3 diapositives de Marc et puis je vous partagerai un petit peu certaines perspectives après. Vous avez vu cette diapositive, il y a un petit cœur vert pour qu'on sache que j'ai commencé à bouger dessus. Là, c'est le lien entre le nombre de malades qui étaient nécessaires sur les essais de tests de marche de 6 minutes, le nombre de temps nécessaire à les suivre dans les essais thérapeutiques pour pouvoir conclure. Et ça pose tout de suite une question, c'est là on avait un petit immeuble. Si jamais on reste sur des outcome trials, ce que tu disais tout à l'heure, comment est-ce que ça va évoluer? On a en fait, quand on a ce genre de graphique, 2 hypothèses d'évolution à discuter. Soit on va construire un nouveau building, et donc globalement, on va continuer à cibler les mêmes voies thérapeutiques en espérant que le médicament qu'on va tester va un petit peu améliorer le paramètre, mais statistiquement, il faudra beaucoup plus de malades suivis dans un temps un petit peu plus long. Mais bon, voilà. Ou alors, l'autre risque, et c'est ce qu'on a vécu dans les maladies cardiovasculaires avec les traitements qui visent l'inflammation, eh bien, on a des effets bien plus importants qu'on n'arrivait pas à avoir avec les autres classes thérapeutiques sur la réduction de la progression de la maladie. Mais par contre, il faut suivre les malades beaucoup plus longtemps pour réussir à enrichir le bénéfice. Et donc, la question que je voulais te poser, Marc, comme tu as une vision sur toutes les pistes thérapeutiques actuelles, est-ce que tu penses qu'on va plutôt être sur une dynamique avec un nouveau building et donc la nécessité de continuer à inclure beaucoup de patients avec un temps de participation relativement restreint, ou alors est-ce qu'avec par exemple les médicaments anti-inflammatoires, eh bien on aura la chance d'avoir finalement une taille d'effet tellement importante que sous réserve de suivre les malades longtemps, eh bien on pourra conclure avec des nombres de patients un peu plus limités? Je ne suis pas capable de bien répondre, mais bien sûr, il y a la possibilité d'être un peu visionnaire et pragmatique. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'aller vers la population la plus limitée de patients dans une maladie rare. Donc ça, c'est l'approche pragmatique. Ensuite, si on doit suivre les patients longtemps, s'ils ont un traitement triple ou quadruple ou quintuple qui permet d'avoir une stabilité relative, je pense qu'on peut être patient. Parfait. Donc on aura besoin des deux. Ensuite, donc, tu as parfaitement bien illustré le balancement dont on avait parlé déjà un petit peu hier avec le test de marche de 6 minutes, génial, mais pour une maladie qui tue, et les outcome driven, mais maintenant finalement le balancement inverse sur le test de marche de 6 minutes, de nouveau comme critère de jugement principal des essais thérapeutiques dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Et alors, je vais me permettre de modifier un peu ta diapositive, c'est pour ça qu'il n'y a pas le petit cœur vert. Hop. Dans les phases 2, quand on veut tester un potentiel médicament dans cette maladie, l'hypertension artérielle pulmonaire, le critère de jugement principal habituellement utilisé, ce sont les résistances vasculaires pulmonaires. Et je ne vais pas vous le refaire parce que vous l'avez déjà entendu 25 fois. On connaît bien les avantages et inconvénients des résistances vasculaires pulmonaires par rapport au test de marche de 6 minutes, qui était le critère de jugement principal des essais de phase 3. Et en ciblant certains, les RVP, c'est directement lié à l'hypertension pulmonaire. Par contre, pour l'instant, quand même encore, il faut faire un cathétérisme cardiaque droit aux malades. Ça a une sensibilité statistique, c'est-à-dire qu'on a besoin de pas beaucoup de malades pour réussir à démontrer une différence sur 300 DIN, par exemple. Par contre, la pertinence clinique de modifier de 100, 200 ou 300 DIN, elle sera facile sur le plan statistique, mais la pertinence clinique pour le malade sera beaucoup moins forte. Inversement, le test de marche de 6 minutes, c'est facile, c'est simple, c'est non coûteux, tout le monde sait le faire sur toute la planète.
Par contre, elle peut être mise en défaut dans les deux sens. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On a des gens jeunes chez qui le test de marche peut-être il est à plus de 450 mètres, donc dans la partie verte, mais ce n'est pas satisfaisant pour nous. Et inversement, on a déjà eu des expériences avec des maladies où il y avait un vrai effet sur l'hémodynamique, mais qui n'était pas retransmis sur les capacités fonctionnelles sur le test de marche de 6 minutes. La pertinence clinique, je pense que les malades, quand même, quand il y a une amélioration de leur test de marche, c'est quelque chose où ils sont satisfaits de ça. Par contre, je reste toujours un peu circonspect de la gentillesse de nos agences de remboursement pour rembourser des médicaments coûteux sur un critère très intermédiaire qui est le test de marche de 6 minutes dans une maladie extrêmement grave qui est l'hypertension artérielle pulmonaire. Je ne sais pas combien de temps ça va continuer. Et donc, quand je reprends la super dia de Jason sur les seamless trials, donc c'est vrai qu'en cardiovasculaire, on a beaucoup de réflexions là-dessus. La question que je voulais te poser, c'est le candidat, il est testé dans la phase 2. Et donc, on a besoin d'avoir le thermomètre de la phase 2 qui soit le plus ouvert sur les différentes pistes thérapeutiques. Puisque vous avez compris que c'est l'essai sur la phase 2 qui va déterminer de la suite ou pas. Les résistances vasculaires pulmonaires étaient le thermomètre habituel des phases 2. On vient de discuter le test de marche de 6 minutes, ses limites, ses avantages. Est-ce que tu penses qu'on pourrait imaginer des seamless trials où finalement on utiliserait une combinaison des deux sur un critère composite qui nous permettrait dans certaines conditions d'avoir un bénéfice sur les capacités fonctionnelles des malades au prix peut-être d'un bénéfice sur l'hémodynamique pas majeur, mais si on va chez des patients qui sont de plus en plus contrôlés hémodynamiquement, ça peut avoir du sens, ou inversement sur des molécules ciblant de nouvelles voies thérapeutiques sur lesquelles on n'est pas encore certain de l'effet sur l'hémodynamique, eh bien la molécule pourrait sortir via le critère hémodynamique. Merci. Donc là, c'est une question, encore une fois, très importante. On a énormément réfléchi là-dessus. Ce qu'on fait d'habitude, traditionnellement, c'est qu'on garde le critère le plus granulaire, celui qui permet d'avoir le plus possible de différence sur la quantité d'effet en fonction de la dose. Donc moi, je vois rien de mieux que les résistances vasculaires pulmonaires au jour d'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on fait ça. Mais ensuite, on prend un critère clé secondaire, qui est toujours le test de marche de 6 minutes. Mais dans les essais qu'on a fait récemment, alors bien sûr qu'il y aura peut-être des nouvelles molécules complètement révolutionnaires, mais aujourd'hui, sur le test de marche de 6 minutes, sur une petite étude de phase 2, on obtient très rarement un effet granulaire. C'est-à-dire qu'on a en général 20 mètres quand ça marche bien, et puis c'est pareil dans les deux doses, alors que sur les résistances vasculaires pulmonaires, tu as 20% et 35%. Parfait, donc on resterait toujours avec le TM6 sur une phase 3. Enfin, c'est évidemment crucial, c'est le lien avec les malades qui nous pousse à être moins mauvais. Et ça, merci à eux. Et un des points importants, c'est les fameux PRO, mais c'est encore un peu plus compliqué que ce qu'on pense. Il y a les Patient Reported Outcomes, mais les Patient Reported Outcomes sont mesurés. Donc ça, c'est les PROM. Et à côté des PROM, Francis a cité le nom tout à l'heure des PREM, c'est une autre dimension qui est, si vous me passez l'expression, la satisfaction patient. Pour les pros, plusieurs difficultés. La plupart du temps, les pros vont être souvent sortis de l'esprit d'un docteur ou d'une discussion avec un malade, mais le PROM sera souvent rédigé par le docteur. Et donc, typiquement, sur les grandes études où on évalue la qualité de la prise en charge des coxarthroses, qu'elles soient prise en charge médicamenteuse ou prise en charge chirurgicale, voici le PRO le plus souvent utilisé. Combien de fois avez-vous mal à la hanche? Sauf que le vrai problème, est-ce que c'est combien de fois j'ai eu mal, ou est-ce que grâce à la prise en charge thérapeutique, médicamenteuse, j'ai réussi à avoir une fonction, j'ai réussi à avoir l'activité qui était nécessaire dans ma journée de tous les jours. Et donc on a une première difficulté, c'est que la majeure partie des pros sont quand même souvent rédigés ou produits dans l'esprit du docteur et mesurés par un outil, le PROM, qui la plupart du temps est en fait finalement passé par la coupe du docteur. Le deuxième point, c'est les PREM. Celles et ceux d'entre vous qui ont des responsabilités dans nos structures hospitalières le savent, il y a déjà une partie de la valorisation des activités qui dépend de critères qualité, dont le PREM, la satisfaction patient. Et donc l'HAS produit depuis plusieurs années des documents là-dessus. Ça c'est 2021, il y en a eu 2024 et j'ai pas eu le droit de changer mes diapositives, mais hier soir on a reçu un mail de l'hôpital pour nous dire attention, n'oubliez pas de remplir vos questionnaires satisfaction patient parce qu'il va y avoir une valorisation financière importante si c'est bien fait ou pas.
Mais voilà un élément du document du prêt. Alors vous inquiétez pas, évidemment, c'est pas une diapositive qui se lit, comme disait Marc tout à l'heure, mais c'est le benchmark, puisque n'ayons pas peur des mots, c'est ça que c'est, de l'HS qui prépare les structures de santé françaises à modifier leur rémunération en fonction de la satisfaction patient, satisfaction même usager dans certaines structures. Et vous savez que dans d'autres pays, il y a déjà depuis longtemps un système de pay for performance et où parmi les critères de la performance, il y a la satisfaction patient. Le problème, c'est donc qu'on va demander en partie à les patients ou les usagers de nos systèmes de santé, est-ce qu'ils ont été satisfaits de la prise en charge dans nos structures ? Et vous voyez qu'il y a tout un tas de pays qui sont déjà très en avance par rapport à nous là-dessus. Et si on doit demander à quelqu'un la satisfaction de l'expérience usagée, j'ai demandé à ChatGPT, au fait, sur tous ces pays, j'aime bien manger, si jamais je suis hospitalisé, quel sera le plat qui va me faire le plus plaisir à moi, lequel j'aurais été le plus satisfait en tant qu'usager dans cette expérience-là. Et évidemment, ChatGPT, quand il nous dit qu'on est à Bruxelles, il y avait Jean-Luc, eh bien, il va nous dire que le plat préféré des usagers en Belgique, ça sera les moules frites, alors que, par exemple, quand on est en Suède, ça sera le saumon gravlax. En France, il nous a proposé un petit mijoté, une blanquette de veau, alors qu'en Nouvelle-Zélande, c'est la paille à la viande. Alors, je rigole avec ça, mais donc ça veut dire que nous n'avons pas le même référentiel qualité sur le plan culturel. D'un pays à l'autre, et au sein du même pays, ce n'est pas le cas. Et donc, Marc, tu nous as montré que pour pouvoir répondre aux questions de recherche à l'avenir, on n'aura quand même possiblement pas d'autre solution que de continuer à faire des essais thérapeutiques mondiaux avec des malades inclus sur tous les continents, mais qui auront donc manifestement des référentiels culturels extrêmement différents. Il faut qu'on inclue des pros dans nos essais, idéalement des pros qui ont été définis via des Delphi par les malades et portés par les malades, et ensuite avec un outil, le PROM, qui soit le plus protégé de l'intuition ou de l'interprétation du docteur, et donc qui soit lui-même produit par le malade. Est-ce que tu penses qu'on arrivera dans un monde très divers, avec déjà en Europe des grandes différences sur qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui n'est pas bien sur le ressenti et le référentiel, avoir un set de pros suffisant pour satisfaire tout le monde, ou qu'on sera condamné à le maintenir en critère de jugement secondaire? Merci, c'est important encore comme question. En Europe, on a le réseau européen de référence ERN-Lung. Hier, il y avait Gabor Gergely, Messaros qui a parlé pour les patients européens. Et c'est vrai que là, avoir un référentiel unique pour tout le monde, je pense que dans un continent comme l'Europe, c'est pas impossible. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser, par exemple, partir de l'emphasystène dans l'hypertension pulmonaire, donc un PRO qui a été développé par une association de patients britanniques, le traduire, comme on l'a fait dans toutes les langues de l'Europe, et il y en a beaucoup, et ensuite l'adapter avec un deuxième tour d'évaluation. Et je pense que ce qu'on n'a pas fait pour l'instant, c'est-à-dire que souvent, les gens, quand ils font un PRO, ils le brevettent. Ils le brevettent, ils le protègent, et en fait, ça bloque l'innovation. C'est comme les médicaments, quand ils sont protégés, on ne peut pas trop les utiliser comme on a envie. Et donc, il va falloir probablement qu'au niveau de l'ERN-Lung, on voit si on peut faire progresser certains PRO. Mais le premier challenge, le premier défi, c'est de l'implémenter, c'est-à-dire de le mettre en pratique. Et Olivier, avec les collègues européens, il y a Marion Delcroix dans la salle, on essaye de faire en sorte que tous les Européens utilisent emphasystène. Et ensuite, il va falloir voir si on peut éventuellement le faire progresser. Mais ça sera une discussion complexe avec celui qui a inventé emphasystène. Mais c'est une bonne question. Les PRO, c'est nécessaire, ça plaît beaucoup aux agences, et les patients considèrent que c'est des outils de priorité. Voilà, moi je propose qu'on arrête là. Ouais, c'était la dernière. Merci. Merci infiniment à tous les deux. Ce challenging était parfait. J'imagine qu'il va y avoir des questions dans l'auditoire. Non? On les a assommés. Oui, Francis. Est-ce que finalement les win ratios, ça serait pas quelque chose d'intéressant comme outcome,
et notamment dans le cadre des essais finalement qui sont un peu longs, où peut-être que le bénéfice clinique est modéré, mais où par contre, peut-être que ça peut être plus intéressant pour les patients. Donc, je sais que tu connais, donc est-ce que tu penses que ça a une place ? Le win ratio, c'est un essai thérapeutique qui va en fait utiliser un critère composite, mais ensuite en faisant des paires de malades. Dit autrement, ça veut dire on a un essai thérapeutique où on va essayer d'espérer que les malades aient un bénéfice en termes de survie, mais on sait qu'il y aura le risque qu'ils aient un autre bénéfice moins heureusement rare que le décès, qui sera l'amélioration fonctionnelle, mais au prix d'effets secondaires. Et donc, on va essayer de faire des paires et de comparer qui gagne entre le traitement A et le traitement B sur chaque paire, avec un ratio win, lose ou match nul. Et quand c'est match nul, on descend sur un autre critère. Et donc, il y a un intérêt, à mon avis, là-dessus. L'énorme difficulté qu'on a, c'est ce qu'on a discuté sur notre trajet la semaine dernière d'Innovity, c'est qu'on doit faire le pari à l'avance qu'à la fin, il n'y aura plus de match nul et que toutes les paires auront pu statuer win ou lose. Et ça, la difficulté, c'est qu'on finit toujours avec des biomarqueurs pour permettre d'éviter les problématiques, le fameux BNP dont Marc vantait les mérites tout à l'heure. Donc oui, je pense qu'il y aura un intérêt, mais j'ai encore un peu de mal à voir dans quel sens on pourrait mettre les éléments du win ratio, très clairement. Oui, Olivier. Moi, j'avais juste une question, remarque, là, sur les stratégies d'enrichissement, de enrichment strategy. C'est très intéressant pour essayer de démontrer quelque chose, mais à mon sens, il y a deux problèmes. C'est que, un, ça devient de plus en plus difficile d'inclure des patients, parce qu'on arrive à une population qui n'existe pas ou qui est très, très limitée. Et surtout, on s'éloigne considérablement de la vraie vie. C'est-à-dire qu'après, l'applicabilité des résultats d'un essai, quand on a utilisé ces stratégies d'enrichment, comment on fait ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aller vers des essais plus pragmatiques, où on prend un peu tout le monde, un peu comme ce qu'on a prévu de faire dans Commodities. Je ne sais pas si Laurent, je l'ai vu passer. Il est là-bas. De prendre une population qui est plus large, quoi, qui est plus qui se correspond à la vraie vie, et où d'ailleurs on a mis le risque d'ailleurs comme étant le critère principal de jugement, en espérant que ça marche. Voilà, je voulais avoir. Oui, non, mais c'est évident. C'est évident. J'ai fait exprès de mettre ça parce qu'on avait pris les conclusions du congrès, et ça, c'est quand même important, ce qui est marqué. Il faut premièrement que tout le monde puisse avoir accès aux essais thérapeutiques. Actuellement, même en France, quand il y a un essai thérapeutique transformant, c'est que pour quelques patients, alors qu'on a un réseau très structuré. Et le RHU, Destination 2024, on est arrivé à faire un essai où tous les patients français pouvaient être recrutés. Deuxièmement, il faut remarquer que la diversité n'existe pas dans les essais thérapeutiques. Il y a très peu de gens de race noire, il y a très peu d'hommes dans les essais thérapeutiques, alors qu'il y a quand même beaucoup d'hommes avec une hypertension pulmonaire. Il faut aussi savoir que les comorbidités, on les exclut dans les essais thérapeutiques, ce qui fait que si on continue comme ça, les commentaires disant les malades avec comorbidité s'améliorent quand même dans les essais thérapeutiques, c'est un mensonge. C'est-à-dire que c'est des petites comorbidités stabilisées et historiques, alors que nous, ce qu'on veut savoir, c'est si les patients qui ont des vraies comorbidités actives peuvent s'améliorer. Et surtout, moi, je pense qu'on a besoin d'avoir des essais équitables et avec une validité externe. Validité externe, ça veut dire que quand vous avez un essai thérapeutique qu'on vous remet dans le New England Journal of Medicine, vous savez en le lisant que vos patients vont en bénéficier. Et quand vous lisez les détails, ce qu'a dit Olivier, ça peut être des patients un petit peu idéaux qui ont un effet, une efficacité avec l'intervention thérapeutique, mais qui ne représentent pas la réalité. Moi, je suis à fond pour les essais pragmatiques. Il y a des spécialistes de l'asthme, de l'embolie pulmonaire dans la salle. Les essais pragmatiques, il n'y a rien de mieux quand on a une question clinique de terrain. Donc, c'est une très bonne remarque, mais les autorités de santé ne rembourseront peut-être pas sur un essai pragmatique. Voilà. David ? Question pour Laurent et Marc, mais à se projeter à 10 ou 15 ans, comment vous voyez l'implémentation de l'intelligence artificielle des jumeaux numériques dans les essais thérapeutiques dans les maladies rares ? Hop, je l'avais mis là, mais tu peux commencer. Vas-y. Le truc, c'est les in silico trials, ça c'est sûr, puisque ça va nous permettre, si jamais ça marche, de tester des molécules candidates sur des modèles mathématiques et d'aller chez le malade, le moment où on va finalement investir le plus, uniquement après avoir présélectionné sur les in silico trials
drogues qui semblent les plus efficaces. Je suis convaincu que ça sera un moyen d'économie majeur pour les patients pour ne pas les exposer à des médicaments potentiellement inefficaces. Voilà, c'est exactement ça. Et puis l'intelligence artificielle, ça repose toujours sur un ensemble de connaissances disponibles. Et moi, je pense qu'il faut faire très, très attention à la méthodologie, à l'approche statistique, parce qu'on peut faire dire à l'intelligence artificielle, en la programmant de façon X ou Y, certaines conclusions. Donc, je pense que là, il faut des comités d'experts très, très indépendants pour utiliser ces méthodes. Mais moi, enfin, on se rappelle avec Gérald, à la grande époque des premiers essais de 12 semaines, on avait proposé de mettre tous les résultats des essais dans une banque de données pour répondre à des questions fondamentales avec 10 000 malades disponibles. On n'est jamais arrivé à le faire. Voilà. Mais Steve Kawut, qui est un type quand même pas mal, qui travaille aux États-Unis, à Philadelphie, il est arrivé quand même à faire des papiers dans des très très grandes revues maintenant parce qu'il a accès à la base de données de la FDA. Mais la FDA, ils ont accès qu'aux données positives. Ça, c'est incroyable. La FDA n'a pas accès aux essais négatifs. Et moi, j'ai téléphoné aux gens que je connais à la FDA en disant « Mais comment c'est possible? Comment vous pouvez approuver un médicament et n'avoir que les essais positifs à la FDA et pas les essais négatifs ?» et pour pouvoir comparer des choses un peu différentes. Voilà, mais c'est une bonne question. Et l'intelligence humaine et artificielle peuvent se combiner. Voilà. D'autres questions? D'autres remarques? Non? Merci. Merci Marc et Laurent à tous les deux. Et on a bien compris que les PROM, les PREM allaient faire partie désormais de nos mises en place prises en place dans les essais thérapeutiques. Bien, pour terminer cette première session de la matinée, j'invite M. Vachieri à venir nous parler d'hypertension pulmonaire dans les cardiopathies gauches, suivi de Nicolas Lamblin. Merci beaucoup. Bonjour, chers collègues. Voilà, les cardiologues sont dans la place. Wesh. Gérald trouvait qu'on passait pas assez de temps sur les liens d'intérêt, donc je vous laisse 10 minutes regarder ma diapositive. Je peux passer, Gérald, c'est bon? Ouais. Alors, je vais essayer, avant de laisser la parole à Nicolas pour faire les commentaires, de vous résumer en 10 minutes tout ce qu'on a pu discuter au cours du Congrès mondial dans la task force sur les maladies du cœur gauche. Il y a 4 aspects qui paraissent importants. C'est la question de la définition, c'est aussi la manière dont on va classifier la maladie, en particulier le concept de sévérité, donc de faire un lien entre la présentation clinique, l'hémodynamique et la sévérité. Il y a l'apparition aussi de nouveautés dans le domaine de la cardio qui influencent forcément la classification et l'approche de la maladie. Enfin, il y a la question des essais cliniques, des essais thérapeutiques dans le domaine. Alors, pour la définition, David vous l'a expliqué en long, en large hier, la bonne nouvelle, c'est qu'on a décidé de ne rien changer. Et il y a de bonnes raisons pour ne rien changer. La première, elle vient d'une étude que Nicolas et d'autres ont pilotée sur les hypertensions pulmonaires de l'insuffisance cardiaque, qui montre que quand un patient qui souffre d'insuffisance cardiaque développe de l'hypertension pulmonaire, il ou elle a un moins bon pronostic. Et surtout, quand on définit l'hypertension pulmonaire des cardiopathies gauches, comme ça a été fait dans les recommandations et ça a été maintenu après le SIMPO mondial, on garde cette capacité à discriminer les patients qui développent des composantes précapillaires avec ce chiffre un peu magique de résistance à 2 unités Wood qui définissent effectivement la sévérité et la composante précapillaire. On voit vraiment finalement que la plupart des insuffisants cardiaques ont plus ou moins la même évolution qu'ils aient ou non une hypertension pulmonaire, pour autant qu'elle soit purement isolée, purement passive. Évidemment, la problématique principale, c'est la mesure de la pression d'occlusion. C'est les mêmes problèmes qu'on peut rencontrer avec la mesure de la pression télédiastolique du ventricule gauche. Vous avez ici une série de causes potentielles d'erreur. D'ailleurs, pour ceux qui font de l'hémodynamique, la présence d'une onde V sur un tracé de Papo, c'est quasiment la signature d'une maladie du cœur gauche. C'est peut-être plutôt un moyen de faire la distinction entre les deux. Et finalement, quand on prend en compte cette espèce de zone grise entre 12 et 15 ou 12 et 18 mm de mercure, on se dit que ça ne sera jamais suffisant
pour définir et poser un diagnostic correct de la maladie. Et donc, on aura besoin de tests supplémentaires. Et vous voyez ici une liste, c'est peut-être presque un inventaire à la Prévert, qui reprend une liste de tests qui peuvent être réalisés pour faire la différence entre une HTA-P idiopathique avec des comorbidités cardiovasculaires et une ou un patient qui souffre d'une HTP sur une cardiopathie gauche. On insiste beaucoup sur les tests de provocation qui sont faits en salle de cathé. Le test de remplissage, c'est finalement celui qui est le plus simple à réaliser. Mais il n'y a pas que ça, je vais y revenir dans les diapositives suivantes. Alors, l'idée aussi qu'on avait eue quand on a repris l'ensemble de ce qui s'était passé au cours des 4 dernières années, c'était de se dire, finalement, on avait proposé il y a 4 ans d'utiliser d'autres moyens d'évaluer le degré de sévérité. On avait pensé à l'hémodynamique, on avait pensé aux biomarqueurs. Et philosophiquement, on s'est dit, il y a vraisemblablement dans le développement d'une hypertension pulmonaire chez un patient ou une patiente qui souffre d'une maladie cardiaque gauche, il y a probablement une transition d'une situation où on est à risque vers une évolution dans un niveau de sévérité beaucoup plus élevé. L'avantage de proposer un staging de sévérité, c'est aussi de pouvoir reconnaître des différents mécanismes pathophysiologiques qui conduisent à la maladie. C'est aussi une manière pour les cardiologues de reconnaître précocement que certains patients vont ou peuvent développer plus d'hypertension pulmonaire, mais aussi peut-être de mettre en place des stratégies de prévention et de traitement d'une maladie du cœur gauche pour prévenir l'hypertension pulmonaire. Et donc notre proposition, elle est basée sur ce que l'on voit ce qui a été utilisé aux États-Unis par l'American College of Cardiology et l'American Heart Association, c'est de prendre ces 4 stades de patients à risque, de patients présentant une maladie cardiaque structurelle, symptômes et enfin l'évolution vers l'insuffisance cardiaque droite et un tableau, un phénotype droit qu'on rencontre parfois dans les maladies du cœur gauche. Et vous voyez qu'à chacun de ces stades correspond un mécanisme pathophysiologique différent avec plus ou moins d'évolution vers la forme précapillaire et une atteinte plus ou moins importante artériolaire, sachant qu'évidemment le premier événement c'est l'augmentation de la pression auriculaire gauche, et ça correspond aussi à une évolution hémodynamique qui, à travers l'élévation de la résistance et de la pression artérielle pulmonaire moyenne, est le témoin d'un plus grand remodelage vasculaire qui va évidemment atteindre pas seulement le versant artériolaire, mais aussi le versant vénulaire. Ce que ça a comme conséquence, c'est que les stratégies thérapeutiques vont être différentes. Dans la partie à risque, donc le stade A, on va se concentrer sur les traitements de base, la prévention. Dans les présences des maladies cardiaques structurelles, on va évidemment traiter l'anomalie cardiaque structurelle et on va insister sur le fait que les patients qui sont dans cette situation entre la maladie cardiaque structurelle et les symptômes sont des malades qui ne doivent pas faire l'objet de stratégies thérapeutiques qui visent à traiter la circulation pulmonaire. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Évidemment, il y a tout un champ en fonction des stades de développement vers de nouvelles stratégies, de nouvelles formes de prise en charge et aussi de développement qui ne concernent pas seulement la circulation pulmonaire, mais qui concernent aussi les maladies du cœur gauche. Alors, pour paraphraser le tiroir caisse de Bondy, la cardiologie, elle a changé. Et donc, il y a des modifications dans la prise en charge des maladies du cœur gauche qu'il faut reconnaître et qu'on connaît évidemment bien dans le monde de la cardio. Et en particulier, la nouvelle définition des cardiomyopathies nous informe sur le fait que certaines maladies maintenant sont potentiellement traitables. Les amyloses, par exemple, on a des traitements qui sont des traitements spécifiques. Et évidemment, d'autres cardiomyopathies peuvent entrer en ligne de compte, comme les cardiomyopathies dilatées. Il y a évidemment un certain nombre d'incertitudes sur le lien avec la circulation pulmonaire. On commence à avoir des preuves de l'effet des inhibiteurs SGLT2 sur la prévention ou l'absence de progression des formes post-capillaires et peut-être la transition de l'hypertension pulmonaire post-capillaire isolée vers une forme combinée. Mais évidemment,
l'intérêt clinique de l'hypertension pulmonaire dans ces situations de cardiomyopathie est évidemment un problème. On ne sait pas effectivement si une hypertension pulmonaire chez un patient qui a une amylose évolue de la même manière que chez un patient qui a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Mais donc c'est l'objet effectivement d'un intérêt important, et c'est pour ça que vous avez vu dans la nouvelle classification, la proposition de classification, apparaître des cardiomyopathies spécifiques dans la classification, parce que nous avons des traitements qui peuvent aider les patients. On a beaucoup parlé des comorbidités, c'est évidemment un point important. Alors c'est passé un petit peu en dessous des radars dans tous les travaux qu'on a fait, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas présenté à Barcelone, mais on a réfléchi sur ce qu'on appelle les comorbidités. Et on voulait insister sur le fait qu'il faut faire la différence entre des comorbidités cardiovasculaires communes et des facteurs de risque pour ce syndrome d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, qui sont des facteurs de risque qui ont été effectivement bien identifiés. C'est déjà un élément important dans la démarche diagnostique, puisqu'on va utiliser ces comorbidités comme étant des éléments qui vont peser dans la balance dans non seulement le pari diagnostic qu'on fera à un moment donné, mais aussi dans les stratégies thérapeutiques. Et pour aller un petit peu plus loin, on propose ici des valeurs avec un poids de comorbidité qui est très différent en fonction des situations. Je ne vais pas le détailler, mais je vous renvoie au papier. Je pense que c'est pas mal réfléchi, j'allais dire. Mais donc, on voit que le poids d'une hypertension artérielle systémique traitée n'est pas le même que celui d'une fibrillation auriculaire permanente, n'est pas le même que celui d'un diabète qui est un diabète déséquilibré. Et on pourrait même pousser les choses un tout petit peu plus loin en proposant de faire un score. Donc on a entendu, je crois que c'est Fabrice hier qui évoquait la question des scores, mais voilà une proposition de score pas du tout validée, hein, donc c'est juste une proposition, mais qui pourrait peut-être nous aider pour finalement apporter du poids dans la distinction entre les différentes formes d'hypertension pulmonaire, et peut-être dans Commodities, vous pourriez valider ou vérifier si ce score pourrait éventuellement permettre de faire la distinction, en tout cas d'attribuer un poids différent en fonction de la sévérité des comorbidités. Et finalement, la troisième entité, c'est celle qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, c'est ces fameuses overlapping phenotypes, c'est-à-dire les patients chez lesquels on ne sait pas si on a affaire à une HTAP avec une hypertension artérielle, un peu d'obésité, du diabète et peut-être une maladie coronaire, et un monsieur plus âgé, ou si on a affaire à une hypertension pulmonaire avec une composante précapillaire dans une maladie cardiaque gauche, en particulier dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Mais vous voyez ici que la démarche diagnostique qui est proposée est peut-être un tout petit peu plus étendue que celle qu'on utiliserait pour une HTAP ou pour un patient BPCO. On combine vraiment le profil clinique, les données écho, les scores non invasifs qui sont des scores de probabilité, comme le H2FF score ou le score de la Heart Failure Association, et éventuellement l'évaluation fonctionnelle. L'ergospirométrie nous aide aussi dans la détermination d'une composante cardiaque à l'hypertension pulmonaire pour finalement décider, quand on est en salle de cathé, de combiner un cathé droit et un cathé gauche, de faire des mesures de provocation. Vous voyez ici une illustration par simplement le fait de lever les jambes, ça fait monter les pressions de remplissage chez des sujets qui ont des insuffisances cardiaques à FEVG préservées. Le dernier point que je voulais aborder, c'est le design des essais cliniques. Alors, quand on regarde le résultat des essais cliniques dans les maladies du cœur gauche, on n'est pas très, très satisfait. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça va venir sur la diapo suivante. Mais il y a un changement du paradigme de la réflexion des cardiologues qui s'intéressent à la circulation pulmonaire pour aller vers peut-être un moyen d'appréhender la maladie qui est un peu plus décentralisé et qui est un petit peu plus englobant, dans le sens où ce qui nous manque effectivement, ce sont les essais précliniques et ce sont les modèles animaux. En revanche, on n'est pas trop mauvais dans le phénotypage. Et l'idée, c'est que la combinaison des deux pourrait nous amener à mettre en place des essais cliniques qui pourraient interroger la circulation pulmonaire en plus d'autres choses. Et vous le verrez dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. L'idée maintenant, c'est avec les nouvelles molécules de tester les deux hypothèses. Est-ce que le produit A peut améliorer l'insuffisance cardiaque et en même temps prévenir ou traiter les hypertensions pulmonaires? Et il y a moyen de réaliser ce défi. Alors, je vous montre cette dia qui est un update
projet des dias déprimantes que je vous montre depuis des années et qui reprend... Bon, sinon, ce n'est pas si déprimant que ça, on s'habitue à tout. Hein. Les essais cliniques qui ont été publiés au cours de ces 4 dernières années, vous voyez ici le nom, l'acronyme plus ou moins malin, la drogue, le fait que l'étude a été terminée ou pas, le critère de jugement primaire a été atteint ou pas, et quelques commentaires additionnels. Vous voyez que c'est assez problématique parce qu'on a l'impression qu'on répète toujours la même erreur 100 fois. Je ne vais pas rentrer dans les détails des essais, mais vous voyez qu'il y a certains essais qui sont arrêtés avant la fin, pour diverses raisons. Et je voudrais quand même insister sur le dernier essai, qui est l'essai Passion, où on a utilisé le tadalafil pour, enfin pas nous, mais les investigateurs, pour essayer de réduire les événements chez des patients CPC-PH. On voit non seulement que l'étude n'a pas été terminée pour des raisons de disponibilité du traitement, mais surtout, dans cette étude, il y a un signal négatif qui tendrait à montrer qu'il y a un excès de mortalité dans le groupe qui reçoit le traitement. Donc, à titre personnel, ça me devient extrêmement insupportable quand je vois arriver des patients avec des cœurs gauches qui sont sous sildenafil la plupart du temps. Et donc, s'il vous plaît, ne faites plus ça, c'est vraiment mal. Enfin, si vous le faites. Hein. Alors, dans les designs des essais cliniques, il y a évidemment un certain nombre d'objectifs qu'on a proposés, en particulier le fait de s'adresser à des populations qui sont des populations ciblées. Je vais vous en décrire 2-3 dans les dias suivantes. Et finalement, d'essayer de répondre à des questions cliniques. Et c'est pour ça que l'idée de faire des essais cliniques pragmatiques est venue comme étant assez naturel aux cardiologues, et on a l'habitude dans l'insuffisance cardiaque. STRONG-HF, par exemple, c'est un essai clinique pragmatique où on a vérifié 2 stratégies thérapeutiques différentes, et on a vu qu'une stratégie agressive était meilleure qu'une stratégie un petit peu plus longue. Donc c'est faisable dans le domaine de la cardio, c'est peut-être faisable aussi dans le domaine des hypertensions pulmonaires, des maladies du cœur gauche. Alors, bon, sans rentrer dans les grands détails, mais si on veut faire une phase 2, on est assez d'accord sur le fait qu'il faut un phénotypage par un cathétérisme cardiaque droit. On ne peut pas faire d'essais cliniques dans les HTP des maladies du cœur gauche sans être certain qu'on a bien affaire à la maladie dont il est question. Et voyez les populations qui sont proposées, c'est des populations qui sont évidemment des populations très différentes. Vous avez la première population qui sont ces formes plus sévères avec des composantes précapillaires importantes, RVP au-dessus de 5 unités Wood, mais c'est ce qu'on fait dans l'étude Cadence avec le sotatercept et peut-être ce qu'on fera avec d'autres molécules. Vous avez la question de savoir ce qu'on fait de ces malades qui sont dans la zone grise et qui ont une réponse anormale aux tests de remplissage. C'est des patients qu'on voit dans la vie de tous les jours. Ils sont a priori exclus de tous les essais cliniques, bien que si vous avez un malade avec 13 mm de mercure et que vous faites un test de remplissage à 20 et que le patient est qualifié pour rentrer dans un clinique HTAP, qui rentrent dans l'essai clinique HTAP. C'est peut-être une population à laquelle on devrait s'intéresser. Et il y a enfin cette dernière population qui a été évoquée dans un des exemples hier, je pense, qui est le patient ou la patiente avec une insuffisance cardiaque à FEVG préservée, mais dont la PAPO a été ramenée en dessous de 15 mm de mercure par un traitement efficace. Ce sont des populations auxquelles on pourrait s'intéresser. Et vous voyez que la réponse peut être donnée soit par des RCT, des études observationnelles et des essais cliniques pragmatiques. Et on voit, alors on attribuait de façon un peu arbitraire des croix en disant que c'était plus ou moins bien, mais on a quand même l'impression que les essais cliniques pragmatiques pourraient nous aider dans ces populations spécifiques. Alors, pour ce qui est des critères de jugement primaire, clairement, pour une phase 2, c'est difficile de sortir de la résistance comme étant un critère de jugement primaire. Il y a d'autres variables hémodynamiques, mais on s'est accordé sur le fait que l'effet sur la compliance et l'effet sur le volume éjecté, l'effet sur les autres variables hémodynamiques, on ne le connaît pas très bien. Le test de marche de 6 minutes, c'est certainement aussi faisable. Et le problème des biomarqueurs de l'écho et de l'imagerie en général, c'est la variabilité, le coût, le fait qu'on a besoin d'avoir un système centralisé de lecture qui, effectivement, pénalise certainement les essais pragmatiques, mais aussi les essais cliniques randomisés contrôlés. Enfin, les essais de devenir, ça c'est pour les phases 3. Bon, ce n'est pas très compliqué, hein, c'est des choses qu'on sait bien dans l'HTAP, mais qu'on voudrait appliquer aux maladies du cœur gauche. Je voulais juste insister sur le fait que les essais pragmatiques nous donnent peut-être la possibilité de tester
un critère de jugement primaire qui serait un devenir composite de mortalité et d'hospitalisation toute cause. Vous n'avez pas besoin d'adjudication pour savoir si un malade est hospitalisé ou si, forcément, malheureusement, un patient est décédé. En revanche, quand on passe aux critères qui sont plus spécifiques de la maladie structurante ou de la maladie structurelle, mais là, vous avez besoin d'un système d'adjudication et certainement un essai clinique randomisé contrôlé présente un gros avantage par rapport aux autres. Voilà, en conclusion, on ne change pas la définition. On propose un nouveau paradigme pour l'évaluation et la sévérité de l'hypertension pulmonaire des groupes 2. On propose de désagréger les causes et enfin les essais cliniques randomisés avec l'apparition des essais pragmatiques. Je vous remercie. Alors, bonjour à tous. Moi aussi, je vais prendre quelques secondes pour laisser visibles mes relations avec les industriels. Et j'en profite pour être l'avocat de tous ceux qui ont été le discutant ou la deuxième partie des topos. Parce que finalement, ce n'est pas si simple d'arriver après les orateurs prestigieux qui, en particulier, ont rédigé les conclusions du Congrès mondial. Donc finalement, moi, je me disais qu'après une présentation de Jean-Luc, je ne voyais pas ce que je pourrais ajouter. Et d'ailleurs, chacun a fait un exercice différent. Certains ont discuté, certains ont questionné, certains ont fait le topo à deux, j'ai apprécié aussi. Alors ça change un petit peu le rythme des présentations. Moi, je vais reprendre certains points de façon pragmatique sur les principaux éléments qu'il a dit et que je discuterai modérément. La première, c'est que la classification hémodynamique n'a pas changé, bien sûr, mais finalement, à chaque étape, vous le voyez, apparaissent la PAPO avec une seule valeur seuil. Et donc, bien sûr, Jean-Luc nous l'a rappelé, et dans la publication, ils le mettent, il faut avant tout utiliser une méthode appropriée pour cette mesure. Au-delà de la zone grise qui a été définie, il faut au moins une méthode appropriée. Et ça, j'encourage bien sûr tous les gens de la salle, eux le savent, mais surtout que vous communiquez autour de vous avec tous ces cathétérismes cardiaques qui sont faits par des non-experts, des non-spécialistes, de grands cardiologues sans doute, mais de la cardiopathie coronaire ou structurelle par exemple. Alors si je prends quelques illustrations, vous connaissez ça, c'est issu de ma pratique quotidienne, mais vous avez la même. Mais si vous regardez ici, eh bien, la première question, c'est faut-il inclure ou pas l'onde V ? Eh bien là, oui, quand on veut s'attacher au retentissement vasculaire pulmonaire ou veineux pulmonaire de la pression, oui, sans doute qu'il faut prendre l'onde V. Et vous voyez ici, sur cet exemple, la PAPO est très très élevée, mais sur un prochain exemple, on verra que l'onde V peut exister dès que la PAPO est inférieure à 15, et rien que la morphologie de la courbe est absolument majeure. Le deuxième élément, c'est les variations respiratoires, qui n'a pas été cité par Jean-Luc en détail. Et dans le dernier congrès mondial, il est dit qu'il faut bien sûr prendre des valeurs moyennées, à condition que ce soit sur plusieurs cycles, même s'il y a toujours ce débat de prendre du téléexpiratoire. Moi, je continue de regarder un peu les deux, parce que quand vraiment le téléexpiratoire est en permanence à 20, je me dis quand même que la composante postcapillaire doit exister. Ici, une autre illustration, effectivement, c'est les tests dynamiques. Donc c'est là où je vous montre la même personne avec la PAPO de base, et bien ici, des ondes V qui sont visibles pour une PAPO moyennée malgré tout à 14. Et je regrette juste que dans le congrès mondial, il ne soit pas essayé à avoir une PAPO relative par rapport à la POD. On voit parfois le ratio pour un autre élément de pronostic, mais je pense qu'avoir une appréciation relative de la PAPO en fonction de la POD, ça a un petit peu de sens quand même. Et je ne sais pas si ça a été évoqué à la discussion ou pas. Donc, il y a encore du travail à faire. Et vous voyez bien sûr que les tests dynamiques sont majeurs parce que quand on a vraiment une pathologie post-capillaire, une oreillette gauche, un atrium gauche pathologique, vous voyez ce qui se passe quand on remplit. Donc, même un 14, en quelques 3-4 minutes, on peut passer à 26. Et là, bien sûr, je ne sais pas si l'hypertension pulmonaire n'est pas un peu précapillaire, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a une composante gauche majeure dans cette situation-là. Autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est ce fameux seuil de résistance à 2 pour définir le critère combiné, c'est-à-dire l'existence d'une composante précapillaire associée. C'est issu de cette illustration. Vous la connaissez tous. Je la remontre juste pour vous montrer la morphologie des courbes. Parce que si on pense que ce critère est associé à la mortalité, ce qui est juste, malgré tout, on peut regarder la valeur, la prédiction de cette valeur seuil. Si on prend les précapillaires, pardon, on voit ici la pente. Et cette pente prouve qu'il y a une linéarité, certes, mais surtout que la pente est importante. Et donc, chaque variation de ces résistances est associée à une surmortalité ou un risque d'événement beaucoup plus important. Alors que déjà dans la population princeps, quand on regarde la pente, elle est très plate. Donc, ça veut dire qu'entre 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, on n'arrive pas à discriminer des malades.
Et quand on regarde ça en prospectif, premièrement, on observe que on augmente de 60% le nombre qui aurait cette maladie avec ce critère de sévérité. Donc, est-ce que l'on peut autant changer une maladie juste avec cette valeur? Moi, je crois que non. Et surtout, si on reprend cette pente, alors nous, elle était un peu plus élevée, c'est l'étude qui a été faite avec le groupe français de cardiologues. Vous voyez que la pente n'est pas majeure, même si elle est moins linéaire. Ici, quand on regarde le pouvoir de discrimination, ou surtout quand on regarde l'air sous la courbe derrière moi, vous voyez que la valeur sur la courbe ROC est vraiment mauvaise. Donc que ça identifie une surmortalité peut-être, que ce critère soit bon pour définir une maladie, pour moi, il est mauvais. Je me suis lancé sur les données dont on dispose, nous, à regarder s'il y avait d'autres éléments qui se comportaient différemment. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est une question. C'est d'ailleurs suggéré quand même dans le résumé du symposium mondial, la compliance artérielle pulmonaire, qui est peut-être vraiment importante dans la cardiopathie gauche, parce que ça inclut la maladie atriale, ça inclut la maladie vénulaire et la volémie. Quand on regarde la pente ici, si on prend ce critère comme un peu meilleur pour définir, on voit qu'elle est extrêmement raide. Quand on dépasse ici donc, une certaine valeur, on voit que c'est très, très, très associé quand même avec un risque de morbimortalité. Quand on utilise cette valeur seuil de 1,9, on voit qu'on arrive à discriminer là aussi des malades. Je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas, dans l'étude que j'ai coordonnée, ça semble un peu meilleur que le résistance. Troisième point sur lequel je voulais commenter, défaut de contredire, bien sûr, je commente, c'est cette décomposition de la maladie sous-jacente. Ici, j'ai repris donc ce qui a été présenté par Jean-Luc sur les différentes pathologies du groupe 2 maintenant. Et je pense vraiment qu'il faut être dans un changement de paradigme, puisque on partait de ça, on a une hypertension pulmonaire, on voit qu'elle est post-capillaire, on se dit donc qu'elle est liée à une cardiopathie gauche, et puis je me pose la question, dois-je traiter l'hypertension pulmonaire? Moi, je pense vraiment que lorsque l'on a un historique de maladie cardiaque gauche, on en parle, c'est-à-dire que si la maladie cardiaque gauche est très antérieure sur l'AFA, sur la maladie coronaire, sur des épisodes d'insuffisance cardiaque qui arrivent sans HTP dès qu'on les déplète, mais finalement, 6 mois après, 12 mois après, va apparaître cette composante précapillaire. L'histoire de la maladie est importante. Eh bien, moi, je propose quelque chose qui est plus de ce style. Alors oui, on nous adresse parfois les malades pour hypertension pulmonaire et les post-capillaires. Et en fait, c'est là où apparaît cette chose-là. Il faut revenir à l'histoire de la maladie. Qu'est-ce que je vais proposer comme traitement de la maladie cardiaque gauche? Et finalement, à chaque fois, l'hypertension pulmonaire arrive comme un trait phénotypique. C'est-à-dire que c'est une maladie cardiaque gauche, je ne traite pas l'HTP, mais je me dis, cet HTP module peut-être ce que je veux faire au niveau de la cardiopathie gauche. Ça devient un trait de phénotype. Ça n'est plus une maladie pour moi. Et alors là, ça a été dit un petit peu. 2 exemples ont été cités par Jean-Luc. Essentiellement, ce qui pose le plus de problèmes, c'est-à-dire la science cardiaque FEEG préservée. Donc 2 caricatures, des gens qui ont vraiment un niveau de résistance très élevé. C'est peut-être des HTAP associés avec une comorbidité. En tout cas, ça vaut le coup de tester l'hypothèse. Ou alors, ce qu'il a indiqué, ce sont des cardiopathies gauches qui ont une HTP, mais finalement, la PAPO devient subnormale grâce à l'optimisation des traitements. Je pense qu'il y a des essais dédiés qui doivent être faits. Mais d'autres exemples sont cités. Et on en parle trop rarement, mais avec l'évolution des technologies innovante pour prendre en charge les valvulopathies, je pense qu'avant de mettre un TAVI pour traiter une sténose aortique, si un trait phénotypique d'HTP, il faut se poser la question du timing, du risque, peut-être même du bénéfice, parce qu'on peut mettre un TAVI, mais finalement, s'il a une HTP très élevée, je ne dis pas qu'il faut traiter l'HTP, je dis juste qu'il ne faut peut-être pas faire le TAVI. Et c'est encore plus vrai, bien sûr, pour la maladie mitrale, ou encore ce qui vient d'arriver dans la fuite tricuspide secondaire, quand elle est associée à une HTP. Il paraît délirant d'aller proposer un clip ou une fermeture avec des prothèses valvulaires tricuspides, car ça arrive. Ce sont des illustrations. Je dis juste que beaucoup d'essais seront nécessaires sur chacune de ces situations bien phénotypées. Enfin, la situation difficile, c'est effectivement une HTAP du groupe 1 qui aurait des comorbidités cardiovasculaires ou une insuffisance cardiaque FEG préservée associée. Comme je le disais, ça repose sur des paramètres cliniques, échocardiographiques et hémodynamiques. Alors moi, je reviens sur ce que j'ai cité. Je pense que interpréter la PAPO en fonction d'une POD, c'est important. Définir un seuil de RVP, pas pronostic comme plus de 2, mais comme identifiant probablement une maladie vasculaire très particulière. Alors c'est 5 actuellement et je partage relativement ce critère très élevé, c'est des maladies différentes. Attention aux ondes V, même à PAPO basse. Et puis surtout,
attention à la réponse au test de remplissage, certes sur la PAPO pour faire un diagnostic, mais probablement que la réponse, la proportionnalité de l'élévation de la PAPM par rapport à la montée de PAPO est importante. J'ai repris ce vieux papier qui illustrait l'effet du Fluid Challenge. Et je pense que si on est sur une HTAP de type précapillaire, la PAPM va monter plus en amplitude que ne montera la PAPO, alors que si on est vraiment sur une pathologie essentiellement post-capillaire, on va beaucoup monter la PAPO, on va peu monter la PAPM. D'un côté, les résistances sont fixes, de l'autre côté, les résistances vont diminuer. Et ça peut aider quand même à séparer. Donc c'est plus complexe qu'une seule variable, c'est à chaque fois multiparamétrique, mais je pense qu'on n'a pas trop le choix dans ces malades complexes, et ces maladies complexes avec des facteurs confondants. En conclusion, identifier une HTAP avec comorbidité, c'est vraiment l'enjeu, mais je vous ai donné quelques solutions, le seuil de RVP, la PAPO bien sûr en zone d'incertitude, test dynamique. Et pour ce qui est des HTP du groupe 2, je vous laisse lire. Pour moi, c'est plus maintenant un trait phénotypique qu'une authentique maladie. Souvent, dans la physiopathe, on oublie que le cœur du sujet, il est à la paroi atriale gauche. Et j'ai bien aimé hier qu'on évoque le strain de l'OD, mais regardons le strain de l'OG. PAPM et RVP sont un continuum de risque. Il faut oublier ces valeurs seuil prises indépendamment, isolément, comme réglant l'ensemble des problèmes. Et la prise en charge dépend essentiellement du contexte. En tout cas, à ce jour, pas de place pour les médicaments spécifiques. Merci. C'est court. Merci à vous deux pour ces très belles présentations. Je vous laisse la parole à la salle s'il y a des questions. Marion. Oui. Si on conclut vos deux présentations, est-ce qu'il ne faut pas éliminer le groupe 2 des guidelines de l'hypertension pulmonaire et les remettre là où ils doivent être, dans la défaillance cardio-gauche et dans les valvulopathies? Je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris ta question, Marion. Non, je veux dire, on ne traite pas l'hypertension pulmonaire, c'est ta conclusion. La même ici, c'est un trait phénotypique. Ouais. Ça n'appartient donc pas à une entité d'hypertension pulmonaire qu'on traite spécifiquement. On ne traite pas la sarcoïdose, l'hypertension pulmonaire de la sarcoïdose. On ne traite pas l'hypertension pulmonaire de la BPCO. Pourquoi why us? Pourquoi nous? Parce que toujours vous, la même clair. chose. Hein. Le groupe 3, on a encore quelques doutes. Mais... J'ai un complément de réponse. Ces congrès mondiaux et recommandations ne sont pas faits que pour traiter, ils sont faits pour informer la communauté. Et je pense qu'avant tout, la communauté de l'hypertension pulmonaire doit être informée que parfois c'est lié au cœur gauche et que ça ne nécessite pas un traitement ou qu'on réfléchit avec les collègues. Avant tout, c'est un élément d'information. Et c'est quand même 80% de notre boulot au moins. Hein. Oui, si tu nous enlèves ça... En même temps, ça encourage de toujours se focaliser sur ce trait phénotypique. Quoi. Mais aussi parce que c'est probablement une présentation qui est très fréquente. Et forcément que ça interroge les cardiologues de voir effectivement apparaître des pressions qui montent, un ventricule droit qui défaille. Il y a un autre intérêt, je trouve, c'est l'idée qu'on connaît bien dans les insuffisances cardiaques à FEG préservées. Il y a une atteinte cardiaque droite qui est indépendante de la circulation pulmonaire. C'est pour ça que c'est important, je pense, de le maintenir. Ce à quoi faisait aussi allusion Nicolas chez les patients qui ont des valvulopathies. Le fait d'insister maintenant beaucoup dans nos recommandations sur le fait que certaines présentations de malades valvulaires nécessitent une investigation par cathétérisme cardiaque droit plutôt que par écho, change complètement la donne. Par exemple, les nouveaux essais cliniques sur les nouveaux devices là, pour les valves tricuspides, il y a maintenant des versants hémodynamiques invasifs qui ont été, alors pas imposés, mais qui sont le fruit de tout ce qu'on a pu discuter dans les guidelines. Merci beaucoup pour vos deux présentations. Juste un petit commentaire concernant l'hypertension pulmonaire. Donc, c'est les cardiologues qui parlent aux cardiologues. L'hypertension pulmonaire des patients qui sont en attente de transplantation, donc systolique, qui, à mon sens, sont complètement différents des autres. Et je peux dire que j'ai sauvé la vie des patients avec du sildenafil en attente de transplantation avec des hypertensions pulmonaires sévères qui étaient contre-indiquées à la transplantation et qui ont pu accéder à la transplantation. Maintenant, comme on est un pays riche, on ne met plus de sildenafil, on met des cœurs artificiels. Et on voit très bien que certains patients avec des RVP élevés, supérieurs à 5,
avec un cœur artificiel se normalise en quelques semaines. Et la grande différence, c'est uniquement lié aux comorbidités, puisque les patients comorbides, on ne peut pas les transplanter, et ça montre l'importance en fait des autres paramètres extracardiaques et pulmonaires dans la physiopathologie de ces hypertensions pulmonaires. Oui, merci beaucoup pour ta remarque. C'est effectivement très juste, en tout cas sur l'aspect très différent des présentations et phénotypiques et de la maladie cardiaque sous-jacente. Je voudrais rebondir justement sur cette idée de gradient entre l'oreillette droite et la papo. C'est évidemment un élément qui est extrêmement important dans le contexte que tu décris, le contexte de la mise en place d'une pompe d'assistance pour la prédiction d'une défaillance droite post-implantation. C'est là où ce rapport POD-PAPO joue un rôle important. Mais peut-être pas tant pour la caractérisation ni pour l'évaluation de la sévérité en dehors de ce contexte. Et moi, si je complète sur ta question à propos du médicament, parce que ce que tu viens de décrire, on a même écrit un article prouvant que le sildenafil avait pu être utile dans certaines situations. Suggérant. Aurait pu être utile. Non, mais c'est une suggestion quand je mets du conditionnel en français. Non, mais tu as dit prouvant. Ah. Mais je voulais surtout dire qu'en fait, c'est pas parce que c'est du sildenafil qu'on traite l'HTP. On a traité un malade pré-greffe qui avait un trait phénotypique d'HTP. Le but était de l'amener à la greffe, point. On a voulu greffer le malade. C'est pas un médicament de l'HTP, en l'occurrence. On peut tourner les choses différentes, mais je le pense réellement. C'est-à-dire que si c'est pas dans un projet court terme d'une transplantation, ça n'a pas de sens. Bien, merci à vous deux. Je pense qu'on va conclure sur cette dernière question. Il y a encore une question ? Laurent. Il est derrière, monsieur, mais il ne les allume pas tous. Allô ? Je voudrais juste revenir, Jean-Luc, sur le groupe 2 des patients que tu as décrit, donc qui sont précapillaires à l'état basal avec une PCP dans la zone grise et qui ont une épreuve de remplissage qui est, on va dire, positive. De façon pragmatique actuellement, tu les reclasses en groupe 2 et tu les traites pas. Tu les traites de façon prudente, comme ça a été dit dans les guidelines, ou tu les traites comme le groupe 1. Et si tu les traites et qu'ils augmentent leur PCP sous traitement spécifique de l'hypertension pulmonaire, est-ce que pour toi c'est un mauvais signal? Est-ce que c'est un impact sur le pronostic? Est-ce que tu arrêtes le traitement? Est-ce que tu les reclasses dans le groupe 2 s'ils augmentent leur PCP sous traitement vasodilatateur? Merci Laurent. Si on a une heure, je veux bien répondre à toutes les questions. On a 30 secondes. Mais non, pour répondre de façon très pratique, on ne va pas utiliser uniquement le KT comme moyen de poser un diagnostic. Donc ça va vraiment dépendre de toute la démarche qu'on aura faite avant d'aller au test invasif. Et à un moment donné, chez ces malades, on fait beaucoup plus de paris que chez les patients qui ont des HTAP idiopathiques, comme on voyait dans l'ancien temps. Donc si j'ai un malade avec ces caractéristiques en fibrillation auriculaire avec des procédures interventionnelles, je ne vais pas le traiter. En revanche, si on a affaire à un tableau qui peut correspondre effectivement à une forme précapillaire, mais avec une réponse anormale, ben on va effectivement mettre en place un traitement. On va considérer qu'on est dans la branche des comorbidités, mais on va certainement réévaluer le patient ou la patiente 3 à 4 mois après. Et clairement, s'il y a une augmentation de la papo sous traitement, ça c'est un signe qu'il faut requalifier, il faut probablement requalifier le diagnostic. Et c'est d'ailleurs une potentielle cause d'arrêt du traitement. On le voit avec tous les agents. Il ne faut pas penser qu'on ne le voit jamais avec les inhibiteurs PDE5. On le voit aussi avec les inhibiteurs PDE5. On le voit plus souvent avec les antagonistes des récepteurs de l'endothéline. Mais c'est certainement un mauvais signe. Maintenant, peut-être que sur le long terme, le patient pourrait quand même bénéficier du traitement. Ça, on n'en sait rien. Mais on voit ça plutôt comme un signe négatif, effectivement. Merci.